Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée un peu chaude. Donc je me présente Aurélie Couturier de la PFRH des Pays de la Loire. Je suis donc là pour faire la présentation donc, de l'atelier de François-Xavier Roche qui va se présenter après, qui va donc vous faire lui la présentation donc, de la plateforme Démarche Simplifiée. Et pourquoi utiliser cette plateforme? Vous allez voir toutes les utilités, toute la simplicité de cette démarche. Nous vous proposons cet atelier dans le cadre de notre collaboration ensemble avec François-Xavier en tant que membre du lab et Tallinn, le lab donc du SGAR. Il vous en parlera certainement un petit peu plus. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans le chat parce que donc c'est un webinaire. Donc vous ne pouvez pas mettre vos caméras et poser vos questions en direct, mais en revanche vous pouvez l'écrire dans le chat que vous allez avoir sur votre côté colonne de droite. Je serai donc en back-office pour vous servir de voix pour pouvoir poser vos questions à François-Xavier qui vous expliquera en direct donc du coup comment ça marche. Voilà, je vais lui laisser la main à présent et puis n'hésitez donc pas à poser vos questions. Bonjour à tous. Donc, merci Aurélie pour le coup. François-Xavier Roche, ça du coup, elle vous l'a dit. Je travaille avec Aurélie effectivement au SGAR des Pays de la Loire. Je suis chargé de mission à transformation numérique de l'administration territoriale de l'État, donc chargé de mission placée auprès du préfet de région. Et on a construit à la demande du préfet de région il y a 2 ans une feuille de route de la transformation numérique des services de l'État qui embarque un certain nombre d'axes. Le plus visible pour vous était le déploiement d'ordinateurs portables dans nos structures et principalement sur la sphère de la préfecture. Donc, il y a des objectifs de démultiplication du parc du taux de portable dans les services et de maintien de son renouvellement avec une cible de 80% d'ordinateurs portables équipant les agents de l'ensemble de l'administration territoriale de l'État en région Pays de la Loire, donc c'est à peu près 4200 agents. Et au-delà de cet axe, modernisation du poste de travail et également travail sur les infrastructures pour améliorer les débits, notamment de nos différents sites en lien avec les services qui sont en charge de cette problématique. On a un certain nombre de chantiers qui visent à répondre aux irritants qui ont été exprimés par les services de l'État rencontrés quand on a construit cette feuille de route de la transformation numérique, après les avoir écoutés. C'est le travail collaboratif. Donc, comment est-ce qu'on travaille, on facilite notre travail collaboratif en interministériel et avec nos partenaires. C'est plutôt l'objet d'Osmose, donc session de présentation cet après-midi. Et également, comment est-ce qu'on renforce la dématérialisation des démarches, la dématérialisation de notre action, avec des outils qui sont venus, qui sont mis à disposition par la DINUM. C'est le cas de démarches simplifiées. Alors DINUM, c'est la direction interministérielle du numérique. Et en fait, ces outils-là viennent suppléer ou en tout cas se positionner en matière de dématérialisation en complément des outils métiers portés par vos directions des systèmes d'information ministériels, puisque les démarches simplifiées n'a pas vocation à les remplacer, mais plutôt à intervenir, c'est un outil assez simple, à intervenir là où il n'y aura jamais rien, parce qu'il y a une volumétrie de dossier qui n'est pas suffisamment importante. Voilà. Et pour sensibiliser les agents des services de l'État en région à ces outils-là, on a mis en place avec Etaline, qu'Aurélie présentait tout à l'heure, un certain nombre d'actions. Parmi ces actions, il y a ces campagnes de webinaires qui se déroulaient en mix, normalement, présentiel, distanciel, pour permettre aux services qui sont en région et pas à Nantes, de pouvoir y participer. On avait également prévu en présentiel d'aller dans les différents départements pour rencontrer les gens et d'utiliser Webikio pour le faire en distanciel cette fois-ci avec les gens qui n'étaient pas dans les départements où on se déplaçait. Le Covid est venu balayer un petit peu tout ça, donc pour l'instant on est en full distanciel et d'ici à quelques semaines, si tout se passe bien, on espère pouvoir revenir vous voir dans les différents départements. Voilà. Donc cette session sera organisée sur DS. Effectivement, Aurélie sera la gardienne du temps et elle me coupera, elle interviendra régulièrement pour reformuler ou présenter, me poser vos questions, puisque dans le cadre de la présentation que je vais vous faire, elle va s'articuler en 2 temps, mais j'aurai des supports à l'écran, ce qui fait que je ne verrai pas la partie chat et vos questions, donc c'est elle qui viendra les poser et intervenir ou compléter mon propos s'il y a besoin. Et enfin, gardienne du temps, je le disais également, parce que dans 2 heures, midi pile, la plateforme, le flux, Cerido, ça se coupe, et donc du coup, il est important que j'ai réussi à vous présenter tous les éléments de la plateforme. Alors,
Cette session va s'articuler en 2 temps. Présentation avec un PowerPoint, d'ailleurs, que vous pouvez télécharger effectivement, une présentation PDF que vous pouvez télécharger directement depuis Webikio, on vous l'a dit tout à l'heure. Et puis après, on passera plutôt à l'utilisation de la plateforme. Bémol important, cette session, elle n'a pas vocation à vous former à l'utilisation complète de la plateforme. Elle a plutôt vocation à vous présenter l'exhaustivité de ce qu'elle peut faire et dans quel contexte cette démarche s'inscrit de dématérialisation LDS. Derrière, vous pouvez digérer, réfléchir à ce que vous pourriez en faire éventuellement dans vos services. Et si vous avez des démarches qui ont un peu de volumétrie et qui sont impactantes pour votre activité, que vous voulez engager et peut-être essayer de dématérialiser, eh bien après, vous reprenez contact avec nous, Etaline, vous aurez les contacts en fin de fiche de présentation et on vous accompagnera à tester la dématérialisation de vos démarches. Voilà. Donc, cette présentation, elle est assez dense, on n'a que 2 heures. Elle n'a pas vocation, effectivement, à vous rendre expert de l'outil. Par contre, peut-être cadrer un certain nombre de choses ou en tout cas compléter votre perception de la plateforme, vous présenter de manière exhaustive tout ce qu'elle peut faire, vous laisser réfléchir et puis ensuite, on attaque dans le dur en vous accompagnant à la dématérialisation. On ne fera pas pour vous. Ça, je préfère le dire parce que parfois, il y a des surprises. Mais on fera avec vous en mettant à disposition toute notre expertise pour vous accompagner dans la démarche. Voilà. Alors, je vais vous lancer la présentation. Hop, je demande à Aurélie de valider la diffusion à l'écran du support. C'est fait, merci beaucoup. Donc, démarche simplifiée. Voilà le déroulé des présentations classiques quand on est en mode présentiel. Donc, vous verrez qu'elle s'articule en mode mix, qu'elle s'articule autour de quelques mots et puis des chiffres sur des marches simplifiées. On s'attaquera également à la présentation de bonnes pratiques et des fonctionnalités directement depuis la plateforme. Et vous avez en annexe les éléments de cadrage législatif et réglementaire qui structurent l'action autour de démarches simplifiées parce qu'il y a un sujet en matière de parfois, quelle est la validité de la signature ou de l'acte administratif réalisé avec démarche simplifiée? Est-ce que je peux organiser une saisine par voie électronique des services de l'État depuis cette plateforme, etc. Il y a pas mal de questions que les gens se posent encore. Et donc, ces éléments législatifs et réglementaires, je vous inviterai à les regarder à tête reposée, mais permettent de répondre déjà à une bonne partie d'entre eux. Voilà. Donc, sur le déroulé, tour de table, alors, vous pouvez effectivement mettre par le chat qui vous êtes, ce que vous faites, et puis également ce que vous attendez de cette présentation en complément de ce que je viens de vous dire. Comme ça, Aurélie pourra m'y rappeler. Derrière cela, eh bien, on va attaquer directement au dur des marches simplifiées. Donc, c'est une plateforme web, hein, c'est un site internet, donc il est accessible partout avec une forte disponibilité. Il permet à un administrateur, donc à un agent dans un service, de pouvoir créer une démarche en ligne. L'administrateur est celui qui crée la démarche, qui va la travailler avec ses collègues. Il s'agit pas, les administrateurs des démarches dématérialisées ne sont pas les agents dans les services informatiques, non. Les agents qui sont dans les services métiers, peut-être un chef de service ou autre, mais ce sont ceux qui ont la connaissance de la procédure réalisée sous format papier, qui vont prendre ce rôle d'administrateur pour engager la dématérialisation de la démarche. À un usager, donc le bénéficiaire de la démarche, de déposer un dossier, si besoin avec l'aide d'un tiers, ça c'est une fonctionnalité qui est assez importante, et ça va fonctionner si bien entre une administration qui dématérialise sa démarche et un citoyen, un usager, un administrateur. Mais également, ça peut tout à fait fonctionner entre services ou entre directions de l'administration, où vous allez avoir, par exemple, un service des ressources humaines qui va engager une dématérialisation de sa démarche, par exemple, de télétravail, de campagne de télétravail sur DS. Ça va fonctionner, ou pour organiser des saisines entre services et transferts de pièces jointes. Enfin, vous allez avoir un instructeur qui va permettre d'instruire la démarche, ça paraît évident, c'est facile, et à une fonctionnalité qui est apparue, un expert. Alors c'est le terme qui est pris sur DS, il est ce qu'il est, mais ça va permettre à un expert d'émettre un avis sur les dossiers qui lui sont soumis. Donc c'est intéressant parce que ça peut permettre de collecter une expertise d'un tiers sur un dossier ou éventuellement de passer à une hiérarchie par cette fonctionnalité-là, la demande de validation d'une prise de décision administrative. Tout cela sera tracé dans des marches simplifiées et ça couvrira quelque part l'agent qui appuiera sur le bouton à un moment donné pour émettre la décision administrative depuis des marches simplifiées. Voilà. Donc, démarche simplifiée fonctionne autour de ces 4 grandes catégories d'acteurs et on les verra tout à l'heure. Je vous les balayerai. Donc, DS,
ça permet quoi? Ça permet de faire l'instruction partagée et l'émission d'avis entre services, où on va pouvoir avoir un formulaire de saisine, une instruction collaborative partagée et l'émission d'un avis. L'intérêt, c'est que c'est plus le dossier qui se balade entre services avec les pièces jointes, les compléments, etc., ou par mail. Vous avez une place centralisée où va être construit le dossier par l'usager, le demandeur. Il va être traité et instruit par un service instructeur, toujours sur DS au niveau de la plateforme, et l'instructeur va pouvoir comme ça envoyer des liens ou des autorisations à un certain nombre d'autres acteurs, l'expert ou d'autres services, pour collecter leur analyse, leur avis, et du coup, tout ça va se faire au sein d'une seule place, démarche simplifiée, et ça permet, si on fonctionne bien comme ça, d'organiser l'exhaustivité des échanges et de la communication de pièces jointes et des interactions avec l'ensemble des acteurs sur un espace unique, et donc de pouvoir faire jouer les délais quand il y a parfois des enjeux légaux en matière de respect de délai pour des démarches. Ça va permettre d'organiser l'historique du dossier, de l'ensemble des interactions, et donc de faciliter, je vous le présenterai tout à l'heure, la continuité de service. Donc une instruction et des avis partagés. De la même façon, ça permet également de la prise de position partagée et collective, puisque comme tout le monde, tous les services qui éventuellement seraient concernés par une décision vont pouvoir venir le consulter. Ça centralise et ça agrège ça répond à ce type de problématique. Bon, voilà. Je vous laisse prendre connaissance des autres typologies de démarches, mais c'est voilà, ces champs-là. Et encore une fois, c'est un outil qui n'a pas vocation à être en concurrence avec vos applicatifs métiers et qui dématérialisent de grosses démarches, mais en fait, démarches simplifiées pour des procédures. Alors, la volumétrie augmente gentiment, mais historiquement, on disait que là où vos DSI ministériels, vos directions des systèmes d'information ne développeraient jamais d'application pour dématérialiser parce qu'il n'y avait pas une volumétrie au plan national de dossiers suffisamment importante, c'est là que démarches simplifiées pouvaient se positionner. Et si au début, démarches simplifiées pouvaient traiter des démarches jusqu'à à peu près 10 000 dossiers en volumétrie, on voit que les services l'utilisent sur des volumétries aujourd'hui un peu plus grandes. Au ministère de l'Intérieur, on a des démarches qui embarquent jusqu'à 20 ou 30 000 de dossiers par an, donc ça commence à être assez robuste. Mais encore une fois, DS est utilisé parce qu'il n'y a pas d'outil métier d'application nationale porté par les DSI ministériels qui existent pour pouvoir répondre à ce type de volumétrie. Et donc, les services se sont saisis de cet outil. Ça n'est pas un outil concurrent, c'est vraiment un outil complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec DS? Pas mal de choses, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, si je vous présente quelques chiffres de démarches simplifiées, donc au niveau national, vous voyez, on a 15 000 démarches qui ont été produites par les services, qui sont pour l'essentiel quasiment toutes accessibles pour pouvoir être dupliquées sur les territoires, adaptées en fonction des besoins des agents et des services qui vont les utiliser. Donc si on en cumule, la tendance est à l'accroissement, hein, 15 000 démarches. En termes de dossiers déposés, vous voyez, on a un peu plus de 3 millions de dossiers. Ça permet également, vous avez ça sur l'encart à droite, là, de mesurer la satisfaction des usagers, et vous pouvez vous avez les apports, la valeur ajoutée que démarche simplifiée peut avoir. La réduction des délais d'instruction, ça c'est vraiment un point important, c'est un élément fort, parce qu'en fait, si vous travaillez la construction de la démarche sur démarche simplifiée avec d'abord un objectif de simplification de la démarche, et vous la construisez en la testant bien avec les services, les instructeurs de vos services qui ont la connaissance et l'expertise métier, et si vous pouvez en plus y associer pendant des tests des usagers, vous allez organiser quelque part une démarche qui va vous permettre d'augmenter de manière vraiment importante, en fait, le taux de complétude des dossiers qui arrivent dans votre démarche, qui arrivent en phase d'instruction. Et en fait, par ce travail-là, vous réduisez le nombre de dossiers qui sont incomplets, qui étaient envoyés n'importe comment par les demandeurs, et du coup, vous fluidifiez le traitement de vos dossiers parce que les pièces jointes attendues sont bien les bonnes pièces jointes, que du coup, elles sont complètes. Et donc, c'est par ce biais-là, de l'augmentation de la qualité des dossiers qui entrent dans vos processus de traitement dématérialisés, qu'en fait, vous allez gagner sur les délais d'instruction, puisque vous allez réduire considérablement les temps d'échange sur les dossiers qui sont incomplets. Enfin, c'est ce que je vous disais, la centralisation des documents et des échanges dans un espace unique. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça va éviter les embrouilles. Je les ai vus quand je suivais des dossiers papier. Voilà, vous avez quelqu'un qui
de bonne foi, mais enfin qui dit bah si je vous ai transmis les pièces, etc. Vous les avez pas reçues, du coup le dossier n'est pas complet, mais vous dites si, etc. Ou vous avez un agent, des agents qui sont partis, quelqu'un qui du coup sollicite une information pour savoir où on est son dossier. Vous n'avez pas accès au dossier et puis toutes les pièces jointes sont un peu éclatées, c'est compliqué. Là, tous les instructeurs d'une démarche sur démarche simplifiée peuvent instruire leur dossier, bien évidemment, mais également aller consulter les dossiers d'autres collègues et donc pouvoir répondre éventuellement à un usager qui vous solliciterait par téléphone ou autre pour pouvoir répondre aux questions qu'il vous pose. Le dossier et tous les éléments sont dans une place. Vous aurez accès aux échanges du coup qui auront lieu entre l'ordinateur et l'usager depuis la plateforme démarche simplifiée par le système de messagerie mail qui existe et vous pourrez consulter les pièces jointes avec les questions qui ont été posées par l'usager, la réponse qui a été portée par l'administration, un peu comme ça existe sur le site des impôts quand vous êtes particulier. Et donc comme ça, vous avez connaissance de l'ensemble des interactions qui ont eu lieu, ça vous permet d'y répondre et puis de plus dire au service mon collègue n'est pas là, je ne peux pas répondre, appelez ultérieurement. Non, on améliore aussi la qualité de service par ce biais-là. Une continuité de service. Et puis, la mesure de la satisfaction, je l'avais déjà évoqué avec le petit slide et les fonctionnalités de DS. Donc ça, c'est quelques chiffres que je voulais vous présenter. Et la slide suivante, elle est nouvelle et moi, je la trouve assez intéressante parce qu'elle montre la tendance de l'accroissement de l'activité de démarche simplifiée. Donc, vous avez 3 millions de dossiers, je vous le disais tout à l'heure, qui sont aujourd'hui déposés. Et vous avez une mesure de l'accélération du déploiement de démarches simplifiées, puisque vous avez la période qui correspondait à l'atteinte du dépôt d'1 million de dossiers. Donc au début du dispositif, vous voyez, pour le premier million, il a fallu 24 mois. Pour le deuxième million de dossiers, 8 mois. Et là, on en est à 5 mois. Donc on a une vraie accélération du dépôt, enfin de l'utilisation et de la massivité de la plateforme. Ça, c'est plutôt un signe de bon dynamisme. Et cette accélération de l'utilisation de la plateforme et du nombre de dossiers qui ont été déposés, ça accélère également de l'écoute par les services de l'État, de la satisfaction des usagers sur les dossiers qu'ils ont déposés, et également d'une accélération du traitement des dossiers. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, si on s'intéresse en région, donc démarche simplifiée. Alors, j'ai pas actualisé les chiffres pour 2021 parce qu'on est en cours d'année et que donc ça n'est pas intéressant et qu'on a encore des mesures de Covid. Mais globalement, vous avez en Pays de la Loire le nombre de démarches qui ont été construites sur la sphère de l'administration territoriale de l'État. C'est le petit graphique que vous avez, le petit tableau que vous avez sur la partie gauche de l'écran. Le nombre de dossiers qui ont été instruits avec un effet Covid en 2020 qui est assez prononcé, mais qui est en train de se récupérer. Démarche simplifiée, je vous le disais tout à l'heure, son déploiement en région s'inscrit dans la stratégie de la feuille de route de la transformation numérique des services de l'État. Donc, vous avez le petit encart en haut à droite qui vous explique dans quel axe de cette feuille de route de la transformation numérique de l'État cette démarche s'inscrit. Voilà. Et c'est également une action qui bénéficie d'un soutien du Fonds de transformation de l'action publique au titre du programme qui est au lauréat en Pays de la Loire et pour lequel on a eu des ressources financières importantes, qui s'appelle CAP 2030 et dont vous entendrez assez régulièrement parler sur les 2 ans qui viennent. Donc, quelques usages de la plateforme avec des exemples de procédures, des accompagnements de nos enjeux pour 2021, vous l'avez compris, massifier l'appropriation de la plateforme. Là, cette massification se fait en apportant peu de gens qui participent à nos sessions. Donc, c'est que le fruit du travail sur les années précédentes porte ses fruits, je dirais, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer en fait à apporter des précisions sur l'utilisation de la plateforme et de ses fonctionnalités. Ensuite, après ces chiffres, une présentation un peu un panorama général de la plateforme. Comment est-ce qu'on travaille à la mise en place d'une démarche? Donc, il faut déjà travailler à l'adoption de cette idée par les services. Donc là, on a un sujet de présentation de démarches simplifiées au service. Je parle de vous en tant que
personne qui se dit, ah bah tiens, je pourrais utiliser cette plateforme pour pouvoir dématérialiser telle ou telle démarche. Il faut créer de l'engagement autour de ce sujet-là. Pour ça, il faut donc démontrer les avantages en termes de simplification et de gain de temps à l'instruction. Et très souvent, ça passe par une démarche d'expérimentation de la dématérialisation avec DS, de la démarche que l'on veut dématérialiser au sein du service. Donc, on va s'appuyer sur des collègues ou des collègues qui ont envie d'essayer le sujet, et on va proposer le fonctionnement de cette démarche dématérialisée, son expérimentation pendant 6 mois, peut-être 1 an, en informant les usagers, bien évidemment, peut-être en continuant d'instruire sous le format papier les démarches, pour ceux qui souhaitent toujours rester sous format papier. Et puis, au bout de ce temps d'expérimentation, on mesure les gains ou pas pour les usagers, pour les services en matière de simplification. Et très souvent, en fait, c'est comme ça qu'on crée l'embarquement. Et après cette phase d'expérimentation qui permet aussi d'ajuster la démarche telle qu'on avait pensé dématérialiser pour la compléter, la corriger, l'améliorer, etc. Très souvent, les services basculent sur la dématérialisation totale de la démarche parce qu'elle a fait la preuve de son intérêt, aussi bien du côté des usagers, puisqu'on peut mesurer la qualité et la satisfaction de ces derniers dans l'instruction dématérialisée de leur démarche, que du côté des agents. Et puis, il arrive parfois que des démarches simplifiées ne répondent pas au regard des fonctionnalités qui sont permises aujourd'hui à la dématérialisation de la démarche. Et bien ça, on s'en rend compte dans les processus d'itération de construction de la dématérialisation qu'on porte, là, Sgar et Tallinn, moi-même, avec les services qui s'engagent dans cette démarche. Et c'est pour ça qu'on fonctionne sur du go, no go. Et il est vraiment important de proposer une phase, de tester la démarche et de proposer une phase d'expérimentation de cette dernière, aussi bien vis-à-vis des services, des collègues avec lesquels on va s'engager dans ce travail, que des usagers, et de voir au bout de cette période comment ça fonctionne. Un autre intérêt de démarche simplifiée, c'est que moi ça j'adore, c'est que copier n'est pas tricher. Alors c'est dit sous forme de blague, mais vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas loin de 15 000 démarches aujourd'hui qui ont été créées et déposées sur démarche simplifiée par les services. Alors, quand on est administrateur de démarche simplifiée, quand on a demandé un compte administrateur de démarche simplifiée, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir accéder à la base de données des démarches qui ont déjà été déposées par d'autres administrateurs sur démarche simplifiée. Alors, on n'aura pas accès à toutes les démarches, puisqu'il y en a qui sont privées, ok, mais l'essentiel de ces 15 000 démarches reste accessible aux administrateurs. Attention, ça ne veut pas dire qu'on aura accès aux dossiers qui ont été déposés par les usagers qui utilisent ces démarches dans les services qui sont concernés. Non, on aura accès à la trame du formulaire de demande construit par le service, éventuellement au formulaire d'instruction qui est complémentaire, et on pourra contacter les services qui ont publié ces démarches sur démarches simplifiées. OK. Mais si par hasard le travail qui a déjà été créé par d'autres nous convient, puisqu'on peut faire des recherches sur ces démarches-là, eh bien ça nous permet de pouvoir dupliquer la démarche, se l'approprier et puis ensuite l'adapter en fonction de nos propres besoins. C'est pour ça que tricher n'est pas copier. Copier n'est pas tricher avec DS. Donc, encore une fois, la création des formulaires plutôt que nécessite de nombreux échanges entre les instructeurs, l'administrateur et si possible les usagers. Je vous le disais tout à l'heure. Et on a un vrai enjeu de tester et retester la démarche avant sa publication et sa mise en ligne. En fait, la pratique consiste à accompagner cette publication de la démarche en ligne avec des guides d'utilisation à destination des utilisateurs, qu'ils soient aussi bien l'usager que le service instructeur. Et ça peut se faire de différentes manières, on les verra tout à l'heure. Les contacts, pour pas que vous soyez perdus quand vous allez vous engager dans cette démarche. Donc, l'adresse mail est Tallinn, moi-même, l'équipe de quand vous identifiez une problématique un peu dure. Et vous avez également une communauté Osmose qui est dédiée aux partenaires de démarche simplifiée qui se trouve sur ce lien-là qui permet d'avoir de l'information sur démarche simplifiée, d'être en contact avec l'ensemble de l'équipe de la DINU qui est en charge du projet et du produit, et également d'avoir accès à pas mal d'informations, d'échanger avec d'autres partenaires de démarche simplifiée si vous voulez vous engager dans cette démarche. Donc, le site internet pour y accéder, on ira dans quelques instants tout à l'heure. Les annexes, cadrage législatif et réglementaire, je ne vais pas vous les balayer, je vous inviterai à les voir, mais qu'est-ce que c'est que les nouveaux droits en matière de saisine par voie électronique des usagers? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, vous avez comme ça les références législatives et réglementaires. Vous verrez qu'il y a un autre document que celui que je vous ai présenté là,
en fait, qui est également disponible au téléchargement. Il porte sur... alors, je viens d'en faire... J'arrête la diffusion de ce doc DS. Pof. Tac, je viens de le faire. Il est en téléchargement. Je vais demander à Aurélie l'auto-diffuser. C'est fait. Hop. Hop, hop. Aurélie, si tu veux bien m'autoriser la diffusion du deuxième document, ce serait super pratique. Bon. Merci Aurélie. Hop, super. Donc, je vous inviterai à le télécharger. Voilà, c'est un petit guide qui permet de se poser les bonnes questions. Alors, on l'a pas fait, hein, c'est celui de la DINUM, mais on trouvait ça plutôt pratique au départ. C'est un petit guide qui va se permettre de se poser les bonnes questions avec le vocabulaire tel qu'on l'évoquait tout à l'heure. Voilà, vous pouvez vous lancer avec ça. Et encore une fois, si derrière il y a un besoin, on intervient, il n'y a aucun problème. Une fois que ces documents sont téléchargés, ce que je vous propose, c'est peut-être d'aller, cette fois-ci, vous partager mon écran, puis de vous montrer véritablement comment fonctionne la plateforme. Alors, là, il y a toujours un petit temps de partage. C'est toujours le bazar. Il faut que je... Désolé pour les manips en live. C'est le switch entre le support de présentation de Webikio, c'est pour ça que vous voyez ma tête qui change de côté, et le partage. Ok, donc là, ça va être bon. Tac, écran 1. On a un problème de caméra. Pouf. Voilà. Je viens de redemander à Aurélie, partage d'écran. Voilà. Excusez-moi. Aurélie, s'il te plaît, je veux bien le partage de mon écran. Petite demande adressée. Je lève la main. Ça, vous ne le voyez pas, c'est entre nous. Tac. Merci Aurélie. Alors, j'espère que c'est assez grand à l'écran, sinon je zoomerai. Donc, le site internet, vous le connaissez, hein, accessible en ligne, www, ok, démarchesimplifiée.fr. Vous avez, quand on descend ici, déjà quelques modules d'aide et de documentation. Alors, à titre d'information, on a développé avec un stagiaire chez nous une fonctionnalité qui permet aux services qui disposent d'Excel, désolé, pour l'instant on n'est que sur ce support-là, de pouvoir télécharger sur leur serveur, sur leur disque dur, où ils le souhaitent en fait, la totalité des dossiers qui ont été déposés par la totalité des dossiers, des démarches dont ils sont propriétaires sur leurs ordinateurs. Et ce, de manière automatique, incluant la demande qui a été faite par le demandeur et l'ensemble des différents documents, les pièces jointes, etc. etc. Donc, on espère que cet outil vous sera utile. Voilà, donc on se connecte à Démarche simplifiée. J'ai terminé mon incise. Connexion, OK. Toc, entrée, mot de passe. Normalement, voilà. Je suis connecté. Donc, on a la petite bandeau en haut qui permet d'avoir son compte, la pastille sur laquelle je viens de cliquer, avec les différents profils que j'évoquais tout à l'heure. L'usager qui fait la demande, l'instructeur qui instruit, l'expert qui émet un avis et l'administrateur qui construit sa démarche. Donc, je vais d'abord travailler côté usager, puis ensuite on va monter dans les différents catégories. Mais c'est intéressant de voir d'abord comment ça se passe côté usager. Donc là, je suis je suis un bénéficiaire d'une démarche qui est déposée sur Démarche simplifiée qui m'intéresse. Voilà comment ça se passe. Je me connecte avec mon nom, mon prénom, je suis un particulier, très bien. J'ai déjà un onglet qui va resynthétiser tous les dossiers que j'ai déposés sur Démarche simplifiée, avec du coup le numéro de dossier, la démarche dans laquelle je me trouve, le demandeur, ok, donc pour qui a été fait, le statut des dossiers qui sont en brouillon, des dossiers qui ont été acceptés par l'administration, c'est plutôt une bonne nouvelle, et si je souhaite brouillon, commencer un autre dossier ou le déposer éventuellement.
Voilà, on peut comme ça avoir des actions sur nos dossiers. Celui-ci, vous voyez, j'ai plus d'actions à faire puisqu'il a été archivé par l'administration. Quand côté usager, donc je vais revenir sur d'abord sur cet onglet-là et les dossiers, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si j'avais fait, quand je fais une demande ou qu'ensuite il y a une interaction entre l'administration et mon dossier, eh bien, je vais avoir d'abord une notification par mail s'il y a des échanges par mail, mais je vais également avoir une petite pastille, une petite vignette orange qui va apparaître sur le dossier concerné par une évolution de son statut du côté de l'administration et qui me concerne. Ce qui va me permettre comme ça de balayer les dossiers rapidement et me dire, ah, j'ai une nouvelle, j'ai un truc qui s'est passé. Alors, concrètement, j'irai sur l'autre onglet, on va éviter derrière un peu plus tard. Bah, voilà, je vais prendre un dossier qui est, par exemple, hop, clos, okay, où je ne peux plus rien faire. Je vais retrouver quoi? Donc, mon dossier avec un résumé du dossier. Donc, je sais que mon dossier a été accepté, c'est super. Le message avec le motif de l'acceptation de la part de l'administration. Qui est le service qui est responsable de cette démarche? Là, ce sont des éléments qu'on renseigne quand on construit la démarche. Hop, les poser. Comment est-ce que je peux faire pour poser une question au service? Les éléments de contact, et on peut définir des plages horaires également de contact des services, notamment par téléphone, ce qui va vous permettre comme ça d'organiser peut-être des plages horaires dédiées dans votre semaine de contact pour les usagers et le reste du temps de pouvoir instruire vos démarches. Les données de conservation par l'administration des données sur des marches simplifiées et ensuite la durée totale par l'administration, donc sur les éléments de RGPD. Et je vois moi la synthèse, passé, résumé, la demande que j'ai, quand est-ce que je l'ai déposée, par qui, ministère de l'Intérieur, ok. Donc, vous voyez que là, ce sont les champs du formulaire que j'avais à renseigner, les réponses que j'ai apportées et les éléments d'horodatage de ces derniers. Donc, une démarche simplifiée permet de tracer tous ces éléments. Alors, je vous passe les détails. Ça permet également de pouvoir déposer, donc là, le formulaire est assez conséquent et il y avait beaucoup de blabla. On peut déposer des pièces jointes ou créer un formulaire qui va permettre de déposer des pièces jointes sur un certain formalisme, etc., 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 etc. Résumé du dossier, que d'ailleurs, j'ai sous format là, mais que je pourrais tout à fait télécharger sous format imprimé, enfin, exporter sous format PDF, tout mon dossier. Et vous retrouvez également la synthèse de mes échanges que j'ai pu avoir avec l'administration en tant qu'usager. Alors ça, c'est pareil, c'est intéressant parce que, voilà, j'ai déposé mon dossier, j'ai reçu une réponse automatique et générée par démarche simplifiée en me disant, bah, bonjour. Donc ça, on crée la TP, elle a créé ce modèle de mail automatique. Vous, en tant qu'administrateur de la démarche, vous pourrez elle-même créer vos mails à votre sauce sur la base des informations qui sont disponibles et que les personnes, le demandeur a renseigné dans démarche simplifiée. OK. Donc, un mail automatique. Donc là, le dossier a été reçu, j'accuse réception. Là, on me dit, super, votre dossier a bien été reçu, il va être passé en instruction. OK, donc tout ça, c'est généré de manière automatique ou par un agent qui a vérifié que le dossier était bien complet, la demande était bien complète et du coup passe en instruction. Donc ça, vous voyez, ça a été fait le 1er août. Moi, je suis rentré de congé, je leur ai dit salut, je suis de retour. Ah ben voilà, c'est ce que j'ai écrit. J'aimerais bien savoir où en est mon dossier, comment ça se passe. Merci de me donner le calendrier et les échéances. Bon, silence radio, mais c'est tracé, date. Retour de l'administration. Super, mon dossier. Donc là, on a eu la décision qui nous a validé la démarche. Très bien, horodaté, super. J'aurais dit voilà, vous m'avez demandé de vous passer un certain nombre de documents. J'ai pas eu de réponse à mon mail, ok. Et ben du coup, je vous les rebascule par zip, donc la totalité des documents qui étaient attendus. Et vous voyez, je l'ai produit là. Donc ça, toujours côté finalement demandeur usager. L'intérêt de ce truc-là, c'est que vous voyez, on a un antivirus bien sûr, mais ça permet d'avoir des fichiers par message qui font jusqu'à 20 mégas. Donc on ne sature pas les boîtes mail des services à la différence de si on passait par mail. Et 20 mégas, ça permet quand même d'envoyer des gros fichiers au service. Et encore une fois, tout ça est tracé, horodaté, etc. Voilà.
L'autre intérêt d'utiliser la messagerie DS, j'y reviendrai, je le rappellerai tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir comme ça maintenir l'ensemble des interactions entre le demandeur et l'usager et les services sur la plateforme. Donc vous allez organiser vous allez organiser un continuum entre le demandeur, le service instructeur, l'ensemble des échanges. Et ça, c'est extrêmement important sur le plan légal parce que donc ce continuum va se faire comme ça, je vous le disais, hein, une démarche qui est autorisée par un est bien fondé à faire cette démarche, une authentification du demandeur, un instructeur qui est qualifié pour instruire la démarche, OK, des interactions qui se font depuis le système de messagerie du Bon Coin, du système de messagerie de démarche simplifiée qui vous permet de pouvoir comme ça avoir l'exhaustivité des échanges et une prise de décision administrative qui va être produite depuis démarche simplifiée et renvoyée au demandeur par cette plateforme. Et là, vous créez un continuum dans la démarche qui n'est pas rompu et qui, du coup, juridiquement, sécurise la production de l'acte administratif que vous allez adresser par démarche simplifiée, parce qu'il n'y a pas de rupture dans les délais, dans l'historique, dans l'instruction, et que tout est tracé sur la plateforme. Donc ça, c'est un vrai avantage. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, c'est pour ça que je le reprécise. Mais en tout état de cause, si je reviens sur mon côté usager, pour ma démarche, là, j'ai la messagerie avec mes échanges, et vous allez voir que j'ai demandé à 2 personnes, 2 collègues qui m'ont accompagné dans la rédaction de cette demande, eh bien, un appui pour pouvoir rédiger le dossier. Donc, il suffit tout simplement de rentrer l'adresse mail de la personne que l'on veut inviter à saisir et à compléter le dossier pour nous aider, pour aider le demandeur. Voilà, ces accès au dossier sur démarche simplifiée qu'on adresse à ces personnes, on peut les révoquer à tout moment. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Du coup, elles n'auront plus accès au contenu de mon dossier. Et un point important, c'est que ces personnes qui vont vous aider à renseigner le dossier quand on est du côté de l'usager, ça peut être une association. On peut imaginer que c'est une mairie qui fasse une demande à un service de l'État par démarche simplifiée pour la démarche qui est dématérialisée. Elle va avoir besoin d'éléments renseignés par le service financier, d'autres peut-être par le service de l'urbanisme, que sais-je. Eh bien, le service qui est en charge du dépôt du dossier sur démarche simplifiée, voilà, va pouvoir envoyer à ses collègues des différents services qu'on vient d'évoquer là, services financiers, services de l'urbanisme, du cadastre, que sais-je, etc., les autorisations pour qu'ils puissent venir renseigner, compléter le dossier avec les éléments qu'ils ont à produire, et bien sur des démarche simplifiées. Voilà. Ils ne pourront pas, ces services-là ou ces acteurs complémentaires qu'on a invités à participer à la construction de dossier, cliquer sur le bouton pour envoyer la demande. Non, ça, elle reste à la propriété, à l'initiative du demandeur, mais comme ça, il peut avoir un appui et une aide. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. La construction d'un dossier. Là, j'avais des dossiers en statut accepté. Et vous voyez que sur les dossiers qui sont en brouillon, là, j'avais commencé à créer un nouveau dossier pour montrer un peu comment ça se passe côté utilisateur. Peu d'intérêt. Un modèle qui était fait lors d'une précédente session de formation. Je le supprime. OK. Ça règle. Je retrouve mes dossiers. Celle-ci, demande d'adhésion simplifiée, c'est pareil. Je peux la supprimer puisque la demande a déjà été faite. OK. Et vous trouvez du coup les dossiers qui sont encore la réalité des 2 dossiers que j'avais. Côté invité, dossier invité, eh bien en fait, ce sont des dossiers qui ont été déposés par d'autres services, vous voyez le demandeur là, pour lesquels en fait j'ai été, donc avec leur statut, toujours pareil, pour lesquels ces demandeurs-là m'ont demandé un coup de main à la production de leur dossier. OK. Alors, si je tape sur celui-ci, vous voyez, donc là, j'ai le résumé du dossier qui a été déposé par le demandeur, mon collègue qui m'avait demandé un coup de main. J'ai accès à la demande. OK. J'aurais pu modifier ou compléter un certain nombre d'éléments relatifs à la demande qu'il était en train de produire. Par contre, je ne pouvais pas avoir le bouton déposer le dossier en lieu et place de la personne parce que ça n'était pas mes dossiers. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des interrogations ou des attentes à ce stade-là. Si c'est le cas, j'y réponds bien volontiers. Sinon, je vous propose de passer cette fois-ci non plus en usager,
mais de voir comment ça se passe côté instructeur. Hop, voilà, j'attends un petit peu. Je vois s'il y a des réactions. Tac. Vous savez, il n'y a pas de question. Il y avait juste un petit souci de son, a priori, pour certains qui sont déconnectés et qui recommencent, je crois. Mais a priori, tout est clair pour le moment. Tu peux continuer. Bon, ouais. Sur les navigateurs, du coup, je regardais effectivement, notamment sur les sphères MI, ATE, DDI. Souvent, la version reste encore ancienne, trop ancienne par rapport à celle qu'on a dans la sphère normale. Et du coup, c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier, si vous pouvez, d'autres navigateurs. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait. Je suis passé sur Chromium ou Google Chrome. OMI, ils nous ont mis à disposition Chromium. Et voilà, c'est ces navigateurs-là supportent mieux ce type d'usage qu'effectivement Firefox. Et alors, Firefox OMI, vous l'oubliez, puisqu'ils ont carrément coupé les flux. Ils autorisent l'utilisation depuis leur navigateur dédié au Visio qui s'appelle Chromium. OK. Et pour le reste, ils ont quand même coupé les accès vidéo et audio à Webikeo depuis Firefox. Voilà. Donc c'est vrai que Firefox est à limiter le plus possible, en tout cas à ne pas privilégier, parce que c'est régulièrement ce qui se passe. Alors, je continue, mais je réduis un tout petit peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'espère que la taille restera acceptable. Donc là, je suis passé en instructeur. Comment vous le savez? Parce que c'est le seul rôle que je n'ai plus pour les passages. J'en fais la preuve. Je reviens en usager. Okay, donc là, je retrouve les dossiers que je vous ai présentés tout à l'heure, les dossiers sur lesquels j'étais invité. Et là, je repasse du coup en instructeur. Donc, pas de panique. J'ai pas mal de démarches qui sont en test parce qu'on les travaille avec des services de l'État. C'est pas tant ça le sujet. Là, je vais passer sur des démarches, alors peut-être pas celle du front de relance parce que c'est des dossiers qui sont en cours d'instruction par les services en département. Je vais prendre celui-ci sur lequel on a la main. Donc là, quand on est instructeur, on a les démarches pour lesquelles les démarches. Là, on a publié cette démarche qui s'appelle « Un projet pour l'enveloppe régionalisée du FTAP ». Vous voyez qu'au total, j'ai 5 dossiers qui sont archivés, j'en ai 4 qui sont aujourd'hui en cours, j'en ai un à suivre, c'est-à-dire que là, j'ai une demande qui vient d'arriver par la sous-préfecture de Saint-Nazaire, qui est instruite par personne, et on va découvrir éventuellement avec vous. Donc, on peut gérer, quand on est instructeur, la façon dont on reçoit les notifications des démarches. Donc là, vous voyez, notification par email. On va configurer sur cette page les notifications. Je reçois une notification à chaque dépôt des dossiers, oui ou non. C'est en fonction de ce que l'on souhaite. À chaque message déposé, donc là, vous voyez, j'ai clairement dit non. Une notification quotidienne, non, parce que ce serait la folie. Un récapitulatif hebdomadaire, ça me va très bien. Et une fois que on enregistre cette démarche-là, c'est comme ça que j'ai configuré mes notifications pour les démarches que je recevrai ou qui vont évoluer depuis le site DS vers ma boîte mail. On retrouve la statistique, mais enfin sur quel dossier, c'est relativement pauvre, il y a peu d'intérêt. J'ai la possibilité de faire... Ah, ça y est. La possibilité de télécharger, alors cette fonctionnalité-là, c'est celle qu'on a développée tout à l'heure, qui évoquait, mais qui est accessible qu'en prototypage sur les démarches. Et là, on l'a en prototypage, mais vous ne les aurez donc pas encore sur les démarches que vous allez construire avec DS. Vous aurez ces trois-là, la possibilité de porter un fichier Excel, un tableau Excel de l'ensemble des démarches, ou au format ODS si vous voulez, ou un format CSV. Ça vous permet quoi, ça, ce téléchargement des dossiers? Donc vous allez pouvoir télécharger la base de données des dossiers qui ont été déposés pour cette démarche sur démarche simplifiée. Et du coup, ça va vous permettre d'utiliser l'ensemble des champs et le statut, l'état des dossiers sur démarche simplifiée pour pouvoir faire des statistiques un peu poussées. Combien
si c'est des demandes de subvention, combien de dossiers vous avez reçus, pour quel montant global, et puis comme vous allez avoir un montant de subvention attribué qui sera peut-être différent du montant de subvention demandé, vous allez pouvoir faire comme ça des tests, des ratios, et également utiliser cet export de base de données pour pouvoir, pourquoi pas, suivre les engagements juridiques et le suivi financier de vos démarches sur Chorus, en attendant que les deux plateformes soient reliées peut-être un jour. Donc, une démarche publiée en ligne pour laquelle vous êtes un ça se présente comme ça, je vous l'ai dit, vos statistiques, la notification, la possibilité d'exporter une base de données pour faire des statistiques, OK, et les dossiers. Je regarde tous les dossiers. Donc là, c'est 5 dossiers qui sont aujourd'hui, 4 dossiers qui sont déposés sur cette démarche, quel que soit le statut. Vous voyez qu'on a également des dossiers qui sont archivés. Donc ceux-là, ils sont sortis, entre guillemets, un petit peu de la vie des dossiers, c'est pour ça qu'on ne les retrouve pas là. On pourrait bien évidemment gérer les supprimer. Vous pouvez organiser du filtre sur le tri de dossiers, donc ils sont classés par numéro, mais vous pourriez faire par demandeur, statut, etc. Et l'état des dossiers sur lesquels ils ont été, pour le coup, archivés. Vous retrouvez la même chose ici. Là, vous allez avoir une vision globale des dossiers, qu'ils soient suivis ou pas. Vous voyez qu'il y en a 4 qui sont arrivés. J'en ai 3 qui sont en construction et 1 qui est en instruction. Ces dossiers-là, si je clique par exemple sur celui-ci, vous voyez que j'ai la possibilité de suivre le dossier. Pour autant, il n'y en a qu'un qui est marqué à suivre ici. Ça veut donc dire que les 3 autres, même si je peux aller les regarder en tant qu'usager, alors c'est ce que je fais, je vais en tant qu'usager, en tant qu'instructeur, j'ai accès à la demande qui a été faite par, voilà, à telle date. J'ai accès aux annotations privées qui correspondent au champ d'instruction par l'instructeur de ce qu'il a produit sur le dossier qui lui a été déposé. OK. Je retrouve la notion d'avis externe, c'est-à-dire je peux voir si des avis ont été demandés ou pas à des personnes ou à des tiers sur le dossier. Et si ces avis ont été rendus, on verra à quoi ils ressemblent. Je vais retrouver les interactions qu'il y a eu entre le demandeur et l'instructeur sur le dossier. Et pour le coup, c'est pas moi. Donc là, on voit qu'il y a quand même peu d'interactions par démarche simplifiée. Et je vais retrouver ici quelles sont les personnes qui sont impliquées sur le dossier. Donc, c'est pas très compliqué. Vous voyez que le demandeur, il a fait un dépôt de dossier, que le dossier, il est actuellement suivi par ma collègue parce qu'en fait, il relève plus de son champ de compétences, mais qu'avant que ce soit elle qui l'instruise, eh bien, la personne qui est en charge de l'instruction, c'est moi-même, que sur ce dossier, on n'a pas fait de demande d'avis auprès d'un expert et qu'on n'a pas invité, voilà, et qu'il n'y a encore aucune décision qui a été rendue. Donc, vous voyez, on retrouve la totalité des éléments en lien avec le dossier. Il est aujourd'hui en statut construction. Alors, je ne vais pas le faire parce que c'est ma collègue qui le suit très bien, mais il y a la possibilité de le passer en instruction. C'est-à-dire que l'usager, là, ne pourra plus modifier son dossier et ma collègue prendrait en charge la continuité des éléments. Je peux, puisqu'on pourrait imaginer qu'elle soit partie ou qu'elle ait été mutée ou ce qu'on veut, je pourrais tout à fait venir prendre en charge le dossier, récupérer son dossier sur la partie instruction. Je peux télécharger les pièces jointes de son dossier ou en imprimer éventuellement un export PDF. Voilà les dossiers. Celui-ci, sous préfecture de Saint-Nazaire, il vient d'arriver, donc je vais le regarder. OK, sous-préfet, blabla. OK, équipement audiovisuel et conférence de la salle Albert Camus. Bon, nous présente une demande de financement pour du matériel envisagé. Très bien. Je vais donc prendre ce dossier. Hop. Vous voyez, donc là, il est passé en ne plus suivre le dossier. Et je vais notifier, si je regarde la messagerie, j'ai finalement une demande de mail qui a été générée automatiquement par démarche simplifiée puisqu'ils ont fait une demande. Donc, j'ai confirmé qu'il a bien été reçu. Ça lui donne un numéro. OK. Comme on le regarde ensemble, je vais le passer en construction, puisqu'il a les pièces jointes qui vont bien, etc., en instruction. Oui. Le dossier est donc passé cette fois-ci en instruction. Je retourne sur la demande. Très bien. Messagerie. Vous allez voir que,
il y a un nouveau message qui a été envoyé. Celui-ci, le 14 juin, avait été adressé au service. Là, c'est le nouveau message que je viens de que Démarche Simplifiée vient de leur adresser pour mon compte de manière automatique sur la base d'un modèle peut-être perfectible, mais de messages qu'on avait pré-calibrés. Il lui a été adressé automatiquement à cette heure-ci, au moment où je l'ai passé en instruction. Et là, vous allez voir que une fois qu'il a été passé en instruction, donc mon instruction, je vais pouvoir la produire dans la partie annotation privée sur la base de la demande qui a été produite. Je pourrais demander un avis externe à d'autres acteurs ou à ma hiérarchie pour dire, bon, j'ai fait mon instruction, je pense que le dossier est recevable, voilà pour telle et telle raison, est-ce que j'ai votre accord pour accepter le dossier et donc la demande de subvention, là, parce qu'il s'agissait d'une demande de financement, ou le refuser. Et en fonction du retour, je pourrais cliquer sur accepter, classer sans suite ou refuser la demande et la personne recevrait les mails qui correspondent au message que j'ai proformaté, destiné à l'informer que son dossier a été accepté avec éventuellement la production d'un arrêté ou d'une décision administrative correspondante. Classer sans suite, c'est réglé et refuser, c'est pareil. Et par ces simples clics, la personne, le demandeur, recevra la décision de l'administration. Donc là, l'air de rien, j'ai imagé l'importance d'avoir le continuum de l'instruction et du suivi de la démarche et de la prise de décision sur démarche simplifiée, parce que si un jour il y avait un contentieux, alors, vous avez la capacité de retracer, là, encore une fois, la totalité de la vie de la demande, depuis la connexion du demandeur, la production de son avis, de sa demande, l'instruction par le service, le go par l'autorité hiérarchique qu'à la délégation de signature éventuellement, parce que même si c'est l'instructeur qui appuie sur le bouton, la décision administrative produite, elle relève bien de celui qui avait la délégation de signature, mais cette fois-ci, c'est une délégation de signature numérique qui passe par les fameuses notions d'avis externe. Je vous présenterai les documents tout à l'heure. Et on retrouve comme ça la sécurisation juridique de la prise de décision. Plus, au-delà de l'avis externe, les personnes qui ont travaillé et organisé le dossier. Je ne sais pas si j'ai été clair pour cette partie instruction. Je vais compléter la partie instruction instructeur par une autre composante. Donc là, vous voyez, j'étais sur l'appel à projet STAP, qui est une démarche que Osgare, on a dématérialisée et publiée sur Démarche Simplifiée. Avant de passer au rôle d'instructeur, avant de passer au rôle d'administrateur d'une démarche et comment on la crée, je vais passer sur la partie avis, ici. La partie avis, c'est simple. C'est tout à l'heure, je vous ai présenté que quand vous aviez une démarche, vous pouviez demander des avis à des tiers, à d'autres services, en leur demandant de venir regarder le dossier pour qu'ils puissent répondre à vos demandes complémentaires ou qu'ils puissent valider, si c'est votre hiérarchie, vous allez utiliser cette fonctionnalité d'avis expert, qu'ils puissent valider éventuellement votre analyse et donc vous autoriser à faire produire par DS la décision administrative correspondante, encore une fois, accepter, classer sans suite ou refuser avec les motifs qui vont bien et les éléments juridiques qui doivent être adossés à la production de ces décisions administratives. L'avis, eh bien là, c'est moi, en tant que Fixroche, j'ai été sollicité par d'autres services pour émettre un avis sur des dossiers qu'ils avaient eux-mêmes en charge et en instruction. Donc si je bascule, donc là vous voyez, c'est une démarche qui est close, mais c'est pas grave. Ça se passe comment quand on a des avis? Eh bien, on reçoit une petite pastille, on est sollicité, on reçoit un mail sur sa messagerie telle que j'évoquais en fonction des règles de notification que je me suis choisi. Ici, j'aurai une petite pastille orange quand je me connecte sur Démarche Simplifiée qui me dit vous avez un avis à rendre. Et puis, quand je clique sur les démarches pour lesquelles on me demande mon avis, là, vous voyez, j'en ai deux. Sur celle-ci, c'est une démarche qui est close. J'ai produit finalement 10 avis. Quand ils sont arrivés, ils étaient dans avis à donner. Là, sur ce guichet France Relance, pareil, j'ai produit 2 avis sur la base de sollicitation des services. Alors, je vais aller sur celui-ci parce qu'il est clos. Je suis désolé, mon téléphone sonne. J'étais pourtant en mode dérangement. Plus d'avis à produire. Les avis donnés. Voilà à quoi ça ressemble. Un demandeur, une démarche. Donc là, vous voyez, c'est légèrement différent du volet instruction. J'ai accès à la demande,
donc a été formulée par ce monsieur-là, à telle époque, etc. Donc, je peux en prendre connaissance, je vais avoir accès aux pièces jointes. On m'a demandé mon avis. Donc, je n'ai pas accès aux annotations privées de l'instructeur. C'est normal, c'est fait pour. C'est pour ça que si on utilise la fonction, si un instructeur utilise la fonction demande d'avis à un expert ou à quelqu'un pour faire valider par sa hiérarchie l'autorisation de la décision administrative et tracer cette validation par la hiérarchie, il serait important que dans sa demande d'avis, eh bien, il produise les éléments par du copier-coller depuis sa trame, son formulaire d'annotation privée que je vous représenterai, ils prennent les éléments, ils les mettent là. Mais sinon, pour tous les autres demandes d'avis, quand vous avez un service et que vous allez solliciter un service complémentaire pour qu'il le produise, ce dernier voit la demande. Voilà comment apparaît la saisine d'avis. Donc là, la démarche création de crédit, demande de crédit en fin de gestion 2019 pour ces infrastructures, elle était portée par ce monsieur-là en administration centrale. Il a fait sa demande d'avis sur ce dossier qui a été déposé par monsieur Jiménez à telle date, avec cette demande, avec une échéance. Voilà l'avis que moi j'ai produit. J'aurais pu joindre des pièces jointes, toujours dans la limite de 20 mégas. J'ai choisi de partager cet avis avec les autres experts. Ça aurait pu ne pas être le cas. Et là, vous allez voir, du coup, les réponses. Olivier Zandy, il a fait 4 demandes d'avis qu'il avait souhaité qu'on partage entre experts. Vous avez son mail, sa demande, ma réponse, pour le coup, le lendemain, avec ce que j'ai dit. OK. La demande qu'il a adressée à un autre collègue, avec la réponse qui lui a été apportée. Donc, vous voyez les intérêts sur ces éléments-là. Hop, à 2 autres acteurs qui ont été sollicités, qui n'ont jamais répondu. Et là, ça devient intéressant parce que parfois, on a des services aussi qui disent comment ça, voilà, vous êtes instructeur, vous aviez demandé par mail ou autre, ou vous deviez saisir un service, ce dernier s'offusque que en fait vous l'avez jamais fait, etc. Vous retrouvez pas la trace du mail que vous lui avez adressé. Bon bah là le problème il est réglé, la plateforme elle a logué et elle a enregistré les dates de demande, quand est-ce que vous avez produit votre demande d'avis, de sollicitation, la réponse ou pas. Quand vous êtes celui qui est en attente de l'avis et que la démarche n'est pas close, vous avez un petit bouton ici qui permet qui apparaît et qui du coup dit relancer la personne que vous avez sollicitée pour obtenir l'avis. Et tout ça est tracé, donc ça permet aussi de faciliter l'historique du suivi et les relations avec nos partenaires quand parfois, certains de mauvaise foi, j'hésite pas à le dire, vous disent non mais comment ça, on n'a jamais reçu votre demande, etc. Je vous rappelle, c'est inadmissible, vous devez nous solliciter. Bon bah ça règle le problème. Et de la même façon, en tant que personne invitée à émettre un avis, donc si vous avez accès à la demande, vous avez aussi accès aux échanges qui ont pu avoir lieu entre le demandeur ou la demandeuse et la DINUM, le service qui vous a sollicité pour les avis. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des attentes de la même façon sur le volet instructeur. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Donc, l'avis, on est sollicité par des tiers, c'est pas nous qui sommes en charge de la démarche. On répond François-Xavier, à une demande. Faut juste te dire que s'il est 11h, il te reste 1 heure. Ouais, bon, on est large, on est bon. Sur la partie démarche, je voudrais quand même revenir parce que peut-être que je suis passé un peu vite. Je vais le prendre. Donc là, vous voyez, j'avais tout à l'heure un dossier à suivre parce qu'il n'était pas suivi. Sur mes dossiers qui sont suivis, j'en ai plus qu'un, puisque j'ai traité tous les autres. Les autres sont à la charge de ma collègue. Et quand le dossier suivi sera passé en instruction, traité, il basculera ici. Et je vais revenir sur un dossier qui met un dossier, la réalité d'un dossier. Donc là, vous avez le formulaire. Et ça va me permettre d'introduire la notion d'administrateur et de créateur de formulaire. Vous avez le formulaire qui est renseigné par le demandeur. Ce formulaire-là, l'administrateur de la démarche, on l'a créé pour qu'il puisse nous permettre de dématérialiser une démarche. OK. Et là, vous avez les champs qui ont été renseignés par le demandeur. Pour permettre l'instruction
par les services de la demande, eh bien, l'administrateur, il a créé l'onglet, c'est l'onglet annotation privée, qui va correspondre, en fait, au champ que l'instructeur, donc le rôle dans lequel je suis là, va avoir à renseigner pour pouvoir émettre son avis, prendre sa décision et la faire valider par la hiérarchie, éventuellement en utilisant la fonctionnalité avis externe. Et donc là, c'est pareil. Ce sont des champs qui sont à la main de l'administrateur de la démarche, celui qui va créer la démarche. Donc là, vous voyez, on l'a construit comme ça, mais on va pouvoir utiliser toutes les briques techniques qui sont possibles, potentiellement utilisables dans démarche simplifiée pour créer le formulaire du demandeur ou le formulaire des annotations privées pour faire un formulaire de demande ou d'instruction qui soit en fait le plus précis, le plus utile et le plus simple à utiliser par les deux acteurs que seront le demandeur et l'instructeur. Encore une fois, on peut télécharger le dossier, en anglais, faire un export au dossier PDF, et puis regarder, télécharger les pièces jointes. OK. Bah, s'il n'y a pas de questions, je déroule et je passe en administrateur. Donc, vous voyez, ça change encore un petit peu de fenêtre. Là, j'en ai 3 qui sont publiés. Alors, c'est pas spécialement moi qui les ai publiés, ce sont des collègues, nous, Yaxetc, qui nous intéressent et sur laquelle on a la main. Précision importante, quand les démarches sont publiées sur démarche simplifiée, en fait, on n'a pas accès à, on ne peut plus les dématérialiser. On ne peut plus les modifier, en tout cas les modifier, on ne peut les modifier qu'à la marge. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment super important de bien tester, excusez-moi, je me suis planté le bouton, de bien tester sa démarche en interne avec les services qui vont être en charge de l'utiliser, dans l'idéal avec des usagers. Si la démarche est complexe et si elle embarque un volume de dossiers important pour votre structure, sur l'année plus de 1000 ou 2000, ou disons plus de 1000, vous pouvez nous solliciter au SGAR aussi pour qu'on puisse travailler, et notamment les équipes d'Étaline qui bossent également avec moi sur ce sujet, en matière de simplification administrative de la démarche. Et donc, on pourra bosser ensemble, moi, sur la partie DS, accompagnement aux briques et aux outils, et également avec notre équipe de designers à la simplification et retravailler le design du processus métier pour, y compris en intégrant du coup de la participation citoyenne, parce qu'on y intégrerait des utilisateurs potentiels, afin d'avoir une démarche qui soit construite aux petits oignons. Alors ça, bien évidemment, comme ça représente un coût humain important de notre côté, on ne le réserve que des marges qui ont une volumétrie significative, et je le disais, plus de 1000 par an, ou qui sont fortement réplicables en département. C'est tout à fait faisable, mais il faut qu'il y ait ce palier minimum de démarches par département. Voilà. Donc, une démarche publiée. Si je clique dessus, on voit à quoi ça ressemble. Donc là, c'est comme si j'allais créer un dossier. Très bien. Si je suis sur ma démarche en tant que telle, voilà à quoi ça ressemble quand on veut créer sa démarche, quand elle a été publiée. Donc, on a un certain nombre de briques qui étaient indispensables à voir avant de la construire. On va y revenir. Si on veut aller plus loin des différentes fonctionnalités, je vais vous les présenter. Et la mesure de la satisfaction de l'usager. Pour créer une démarche, c'est simple. On clique sur le bouton « Créer une nouvelle démarche ». Pour pouvoir le faire, il faut avoir un compte administrateur de démarche simplifiée. Pour pouvoir avoir un compte administrateur démarche simplifiée, il faut aller sur démarche simplifiée et rechercher la démarche, faire renseigner démarche simplifiée. Les équipes de DS ont créé une démarche qui permet de demander pour les administrations un compte d'administrateur de DS. Donc, il faut renseigner cette démarche-là. Et puis, au bout de quelques jours, ça dépend du temps de validation, eh bien, on vous valide votre statut d'administrateur de démarche simplifiée et vous pourrez créer vos démarches. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton « Créer ma démarche ». Je suis arrivé sur une nouvelle page. Vous voyez qu'on peut créer une démarche de zéro. Elle va vraiment être blanche, où on va pouvoir éventuellement piocher parmi l'ensemble des démarches qui existent sur démarche simplifiée, une démarche qui nous intéresserait et qu'on va pouvoir dupliquer. Donc, pour balayer
on va pas chercher, regarder les 15 000 démarches qui sont publiées, c'est pas possible. On va faire rechercher dans la page, donc depuis son navigateur, avec des mots-clés. Moi, je sais pas. Subvention. OK, et puis on va mettre subvention, et puis subvention. Donc, OK. Là, avec ce mot-clé, qui est assez générique malgré tout, vous voyez que j'ai 22 occurrences. Il y a 22 démarches qui traitent de ce mot-là. Je vais pouvoir les passer de l'une à l'autre. OK. Très bien. Ça n'allait pas. DETR. Hop. Donc là, voilà, 180. Allez. Bon, j'en prends une. Allez, admettons celle-ci qui est du Bureau du contrôle budgétaire et de dotation de l'État, donc de la DCL. Hop, je vois un formulaire DETR décile 2021 pour l'heure. C'est un sujet qui m'intéressait. Je vais voir à quoi elle ressemble. Donc, je n'ai pas encore cloné la démarche. Je regarde à quoi elle ressemble. Je vois qu'il y a le formulaire de demande, donc l'identification de la collectivité. OK. Donc, elle a déjà été classée, très bien. Les arrondissements, cantons, les structures d'appartenance. Je me dis, waouh, bon, elle m'intéresse, mais on va pouvoir en prendre connaissance. Ça va être pour le formulaire de demande, et je vais voir l'onglet annotation privée. Alors, le volet annotation privée, il est quand même assez léger puisqu'il n'y a qu'un seul champ. OK. Mais malgré tout, elle m'intéresse. Donc, si elle m'intéresse, cette démarche, après l'avoir consultée, je vais pouvoir la cloner. Et si je clique sur le bouton la cloner, eh bien, elle va basculer dans mon compte administrateur de démarche simplifiée. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà 14 qui sont en test. Pour travailler sur les briques de démarche simplifiée, on passera sur des démarches qui sont déjà en test et qui sont le fruit d'anciennes présentations ou qui sont des travaux qu'on porte avec les services. Et quand bien même je ne suis pas tout à fait convaincu et j'aurais des questions à poser, je peux également contacter l'équipe. Alors, le mail se charge, c'était un bouton. Et si vous regardez bien, il apparaît ici, mail tout en bas de l'écran. C'est-à-dire qu'il va me créer un mail pour pouvoir contacter l'équipe qui est en charge du projet et me faciliter les interactions avec eux si j'avais d'aventure des questions à leur poser. Donc, pour créer une démarche. T'arrêtes, François-Xavier. Ouais. Juste, j'ai besoin que tu fasses la recherche. Ah. Alors, hop. Attendez, je ferme juste un truc. Très bien. Quand on crée une démarche, ça vous le voyez, nouvelle démarche. Alors ça va un peu ramer. Il apparaît donc le bouton créer une nouvelle démarche ou toutes les démarches qui sont accessibles en ligne. Pour rechercher une démarche qui va nous intéresser, on va utiliser la fonctionnalité du navigateur Internet qu'on utilise. Hop, dans voilà, édition. Là, je suis sur Firefox, donc édition. Je vais aller dans rechercher dans la page. Alors, tous les navigateurs ont cette fonctionnalité-là. Et vous voyez qu'en bas est apparu un champ de recherche dans lequel je vais pouvoir taper mes mots-clés. Ces mots vont être recherchés dans la page de toutes les démarches qui existent. Donc là, vous voyez, j'ai tapé le mot DREAL en bas à gauche de mon écran. Il me dit qu'il y en a 37 démarches avec le mot-clé DREAL et je vais pouvoir les passer en revue les unes après les autres pour identifier celle qui peut-être m'intéresserait et que je souhaiterais du coup cloner afin de la reproduire chez moi et m'éviter de me casser la tête à reconstruire depuis zéro une démarche. Je vous renvoie sur DS, copier n'est pas tricher. Voilà. Autant profiter de ce que parfois les autres ont fait pour s'en inspirer et peut-être d'ailleurs même l'adapter ou l'améliorer, la redéposer sur démarche simplifiée pour qu'elle-même soit ensuite éventuellement reprise et réaméliorée par d'autres. Je pense que ça répond à la question. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de sujet, on revient vers moi, tu m'arrêtes et... Alors, une démarche. Ici, je vais vous partir de zéro, comme ça, et puis après on passera sur des briques particulières. Donc si je crée une démarche de zéro, vous avez vu, tout à l'heure j'en avais 14 dans mes tests, je crée une démarche de zéro, voilà.
Là, nouvelle démarche, j'ai vraiment que le logo République française. Donc, c'est ce que verront les gens quand ils se connecteront sur Démarche simplifiée. Je vais pouvoir lui donner un titre, une description. Forcément, là, je l'ai fait. Je vais pouvoir ajouter un logo. Je vais dire pendant combien de temps. Ça, c'est des éléments qui sont importants, notamment sur l'aspect RGPD, conservation des données, accessibilité de la donnée pour les services et les usagers de la démarche. Donc, on va dire 6 mois. Je vais préciser le cadre juridique dans lequel, du coup, je construis cette démarche et c'est souvent le cadre juridique qui autorise l'administration à produire, instruire cette démarche par différents textes. OK. Je peux éventuellement donc pointer vers un site internet, proposer d'ajouter, d'importer le texte ou la délibération, quelle qu'elle soit, qui autorise le service concerné à produire la démarche. On peut ajouter une notice explicative sous ces différents formats à la démarche. À qui sert cette démarche? Donc, on peut choisir de l'adresser à un particulier. Donc là, on va plutôt orienter une démarche où les gens vont se connecter avec nom, prénom, et puis ils auront un certain nombre d'informations à renseigner. Si vous le faites si cette démarche s'adresse à une personne morale, elle pourra se connecter uniquement avec son numéro SIRET. Et du coup, ça vous permettra également dans votre démarche de récupérer automatiquement depuis la base SIRET des entreprises, toutes les informations et des structures qui ont un SIRET, toutes les données relatives à la structure, ce qui vous évitera, par exemple, d'être obligé de lui demander son adresse, sa domiciliation, qui est responsable légal, etc., etc. La raison sociale, l'adresse du siège, etc. Elles sont automatiquement renseignées, c'est ce que j'essaie de vous dire de manière un peu plus maladroite. Et vous avez la possibilité également, vous faites une démarche qui en fait relève d'un appel à projet où vous avez une deadline pour déposer des candidatures ou autres. Vous allez pouvoir imposer une date limite de dépôt. Donc là, ce sera tel jour à 23h59. Vous pouvez faire une démarche déclarative. Donc là, c'est intéressant parce que cette utilité va vous permettre d'autoriser ou non des possibilités de modification par le demandeur de son dossier jusqu'à un certain niveau. Voilà comment ça se passe. Je crée ma démarche. Donc là, il va me tacler parce que, bien évidemment, je n'ai pas renseigné tous les éléments. On va voir. Voilà, nombre de mois, 6. Je viens de mettre 1. Veuillez remplir le texte de loi ou la délibération. Donc, vous voyez, on est aidé quand on n'a pas rempli les erreurs. OK. La mécanique pour créer une nouvelle démarche, voilà comment ça se présente. Je vais annuler cette démarche. Vous avez vu comment ça se passe et je vais revenir sur une en test. Alors, celle-ci, elle est bien faite. On va aller dessus. Elle ne sera pas utilisée, mais elle est encore en... Donc, quand on a créé sa démarche, là, je peux m'amuser à la tester pour voir comment est-ce qu'elle se comporte, renseigner virtuellement des dossiers dessus pour voir si elle correspond bien à nos attentes. On pourrait la publier ou je peux également la prévisualiser. Donc, elle est portée par la Bretagne, là, on est bien d'accord. Je vais pouvoir aller voir la partie présentation de la démarche, c'est une étape qui est à faire, et vous avez un pense-bête parce que du coup, préalablement à la publication, on va vous demander de produire et de renseigner ces différents éléments. Donc là, sur la partie présentation, vous retrouvez exactement la même page que celle que je vous présentais tout à l'heure, avec le texte qui a été écrit à gauche pour structurer le formulaire, ce qui sera vu par les demandeurs, et là, la page d'accès Internet qui correspond à ce que le demandeur verrait. Hop. Donc, je vais continuer de descendre un petit peu. Donc, vous avez renseigné tous les éléments, et voilà la page de garde du conseil. Les options avancées, elles n'ont pas été activées, il n'y a pas de date limite, et je ne la modifie pas, ça ne sert à rien. Donc, présentation de la démarche avec la définition du nom, du logo de la structure, de à quoi va servir cette démarche, les éléments de contexte, de sa durée de validation, c'est construit. Ensuite, on va vous demander de définir quel est le service concerné par la démarche. Donc là, vous voyez, nom du service, là, type d'organisme, donc on peut choisir un service déconcentré de l'État, une association. Ouais, ce que je ne vous l'ai pas dit, mais Démarche simplifiée est également accessible aux collectivités territoriales et aux associations si elles souhaitent l'utiliser
ou aux opérateurs de l'État. Services déconcentrés. Donc c'est là où on va renseigner les adresses mail de contact des services qui vont être en charge d'organiser la réponse à l'usager et les numéros de téléphone quand on les sollicite pour des informations ponctuelles. Pardonnez-moi. Donc les numéros de contact, les horaires d'ouverture sur lesquels on peut être joint. Donc là, il est intéressant de mettre des horaires peut-être restreints sur des plages fixes dans la semaine pour organiser des maintenances téléphoniques et du coup concentrer le reste du temps à l'instruction de vos démarches, etc., etc., etc. Je n'ai pas modifié le service puisque ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a présenté sa démarche, défini quel service va être concerné, on va préciser quels sont les administrateurs de la démarche, donc ceux qui ont le droit de bosser et de modifier le document. Donc là, vous voyez, on est comme ça 4, les dates auxquelles on a été enregistré. Enregistrer un administrateur, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui aura les mêmes droits que ce que je suis en train de faire là pour modifier le formulaire, c'est simple, on rentre son adresse mail, l'adresse mail de la personne qui est concernée ici, on clique sur le bouton, c'est terminé, et voilà. Présentation, service, administrateur. Derrière, c'est pas compliqué. On a à travailler le formulaire de la démarche que les usagers de cette démarche vont avoir à renseigner et éventuellement des groupes d'instructeurs. Donc ça vous permet de regrouper des instructeurs par paquet, peut-être en fonction de, là, c'est par département par exemple, ou par paquet au sein d'un service en fonction de zones que vos instructeurs auraient à couvrir. Je vais vous présenter le sujet juste maintenant, puisqu'on va travailler sur la partie du formulaire, comme il est construit. L'instructeur, on y reviendra après, mais vous allez comprendre comment ça marche. Là, on a des groupes d'instructeurs qui ont été définis par département, et c'est le demandeur, quand il renseignera les champs de son formulaire, qui, quelque part, viendra préciser dans quel département il se trouve, et en précisant cette information-là, permettra de préflécher le dossier que les gens auront à instruire auprès d'un pool d'instructeurs correspondant au département déclaré par le demandeur. Je ne sais pas si j'ai été clair, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai basculé dans la partie formulaire. Donc on est bien d'accord. Là, ce sont ces configurations des champs de formulaire. Donc on a un certain nombre d'items. Et pour que là, c'est avec ces items-là et ces différentes briques qu'on construit nos formulaires. Et ici, on voit le résultat de ce que verrait, là, puisqu'on est sur le dossier, l'usager de cette démarche lorsqu'il renseigne son dossier. Donc, l'usager de cette démarche, il verrait qu'il n'arriverait pas ça, puisque ça, c'est le formulaire qui correspond au volet instructeur, on le verra tout à l'heure. Mais le dossier, blabla, donc là, il y a des champs qui sont obligatoires. Votre dossier est enregistré automatiquement, super. Donc, il a accès à un guide pour l'aider à renseigner la démarche. Donc, ce guide-là, il a été mis en place par les équipes qui ont construit la démarche sur démarche simplifiée, pardonnez-moi. Tout à l'heure, donc vous voyez que le premier item que le demandeur il va avoir à renseigner, alors il se renseigne par son numéro SIRET, donc on a déjà plein d'informations qui vont être prises puisqu'il s'agit d'une entreprise, donc on sait qui c'est. C'est pour ça que vous n'avez pas d'identification nom, prénom ou demandeur, puisque ces éléments-là sont déjà pris par de manière automatique par démarche simplifiée. Par contre, on va lui demander tout de suite, et de manière obligatoire, qu'il précise le département dans lequel il se trouve. Parce qu'en faisant ça, donc ça c'est un champ département, avec une liste de choix qu'on a imposé. Cet élément-là va pouvoir derrière travailler encore une fois sur le fléchage des dossiers vers les bons instructeurs. Ensuite, petit texte construit, donc ça c'est ce que lit le demandeur, donc il peut être pris pas à pas dans le renseignement de son dossier, soit par un guide de la démarche, soit également par des petits items qui vont être notés comme ça. Et puis vous voyez que là on a un titre, s'il s'agit d'une première demande ou d'une modification déjà d'une demande. Donc tous ces trucs-là, vous voyez, des cases à cocher, des champs de texte à renseigner, donc des titres, encore des champs qui relèvent du téléphone, de l'adresse mail, le numéro SIRET, l'exploitant du navire, c'est parce qu'il peut être différent du demandeur, donc ça en a un sujet.
les caractéristiques du navire, donc c'est comme ça qu'ils l'ont construit, etc. On peut vraiment faire un formulaire tel que l'on veut, avec toutes les briques techniques qui nous sont proposées par DS et que je vais vous présenter maintenant. Donc ça, encore une fois, c'est le formulaire quand il a été produit. Et pour construire ça et pour que l'usager voit ce truc-là, on a, eh bien, l'onglet configuration des champs, on a ces différentes briques. Alors, comme leur démarche, elle est en test, mais qu'elle s'expérimente, là, on a voilà toutes les possibilités de briques que l'on a et qu'on va pouvoir utiliser pour créer un formulaire aux petits oignons dans Démarche simplifiée. Vous avez des zones de texte, enfin du texte pur et dur, des zones de texte, des dates, date et heure, des nombres, etc., des cases à cocher, des civilités qui vont être pré-renseignées madame, monsieur, des formats de téléphone, des adresses. Alors ça, c'est intéressant, la notion d'adresse, parce qu'il y a un phénomène d'autocomplétion. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, un peu comme sur Google, que vous tapez, la personne va taper le début de son adresse, le moteur de recherche de DS va lui proposer des choix pour qu'il lui aille sa recherche. Des cases qui peuvent être du oui/non, de choisir parmi une liste, des choix multiples, des menus déroulants, pays, région, département, commune, c'est la même chose, vous tapez les 2 lettres du début et ensuite on va vous proposer. Les cases engagement, et là vous voyez que le bloc qui avait été choisi pour préciser cette explication, c'était une explication. Vous avez également la possibilité d'avoir un lien vers un autre dossier, un item pièce justificatif qui va vous permettre d'autoriser le téléchargement depuis le formulaire que vous allez créer d'un certain nombre de pièces qui sont attendues et qui devront être produites par le demandeur, le SIRET, des cartes, etc., etc. Vous voyez, il y en a vraiment un paquet, un énorme paquet. Donc là, ils ont choisi un élément qui s'appelle explication. Le libellé, c'est l'affectation de votre demande au service instructeur. Et vous avez le texte qui précise, enfin, qui a été rédigé. Le département que vous avez sélectionné permettra d'orienter. Et voilà à quoi ça ressemble. Choix multiples, affectation de votre demande. Donc ça, c'est le libellé. Vous aviez là tout à l'heure. Et la description qui est ici. Et donc, cette notion finalement d'explication, elle est super intéressante parce que vous allez pouvoir utiliser peut-être ce champ-là à différentes étapes de vos formulaires pour guider pas à pas aussi bien le demandeur de la démarche que l'instructeur. Des titres de section, donc ce sont les gros titres que vous avez en bleu. Titre de section, ça correspond à ça. OK. Des cases à cocher, première demande, case à cocher, modification. On aurait pu mettre une case à cocher ou ils auraient pu simplifier leur formulaire en plutôt que choisissant une case à cocher en mettant un choix parmi une liste. OK, on aurait mis choix, voilà. Première demande, donc non, ou même le oui/non directement. Ils ont choisi de faire comme ça, c'est très bien. Une zone de texte qui va correspondre à qui s'appelle motivation de la demande et donc avec un texte complémentaire qui va aider la personne à expliquer pourquoi cette dérogation. Voilà, affectation, type de demande, motivation de la demande. Donc là, ça va permettre de créer un champ sur lequel le demandeur va pouvoir générer ce qu'il a écrit, titre de section, etc., etc. Cette mécanique-là, avec les différentes briques qui sont proposées, OK, vous allez pouvoir construire en fonction de vos besoins. C'est très simple. Vous avez vos champs. Alors, d'une part, vous pouvez rajouter un champ en cliquant sur le bouton. Donc là, je viens d'ajouter un champ, vous voyez, formulaire enregistré, nouveau texte, il est ici. Alors, je ne vais pas mettre nouveau texte, je vais mettre, par exemple, je vais choisir pays. OK, je vais garder le nouveau texte pour ne pas le perdre dans le formulaire. Et puis, vous voyez, il est le titre de la demande. Je vais utiliser ce petit bouton pour le mettre juste au-dessus du titre de la demande. Le formulaire a été enregistré. Là, j'étais sur la page de visualisation du document. J'actualise cette page pour voir en quoi ce que je viens de créer a modifié le document. La page est terminée. Votre document toujours, affectation. Vous voyez que là, j'ai un nouveau texte qui s'appelle nouveau texte, donc c'est celui que je viens de créer. Et si, c'était pour un pays, donc si je tape France, hop,
il me propose les lettres et ça va simplifier la saisie. Je ne suis pas tout à fait satisfait de ce nouveau champ qui ne m'intéressait pas. Donc là, j'avais choisi pays. Je vais choisir un autre truc, engagement. Et puis après, je vous en présenterai d'autres. Vous avez l'IBAN qui peut être intéressant, hein, ça va permettre de structurer si vous avez besoin de l'IBAN pour des demandes de subvention. Un que je voulais vous présenter, qui est l'engagement. Où est-ce qu'il est? Voilà, celui-ci. Alors ça arrive plutôt. Donc je vais l'appeler j'atteste. Numéro 1. Ou engagement numéro 1. Je vais l'appeler j'atteste. Virgule, blabla, etc. Et puis vous allez le rendre obligatoire. Et puis, on pourra en créer d'autres. Alors ça, ce serait plutôt en fin de formulaire. Donc, mon document a été enregistré. Donc là, imaginez, vous avez une demande de subvention ou vous êtes sur un dispositif. Et puis, vous devez, votre demandeur, il doit respecter un certain nombre d'engagements. Vous allez pouvoir le forcer, par cette notion d'engagement, à devoir cliquer. L'engagement numéro 1, j'atteste que je n'ai pas fait de double ou de multiples imputations budgétaires, je n'ai pas fait de multiples demandes de financement pour ce projet, ou je m'engage à respecter quoi que ce soit, etc. Donc vous allez pouvoir comme ça définir un certain nombre d'engagements à la suite, les rendre obligatoires, donc la personne ne pourra pas déposer son dossier tant qu'elle n'aura pas déposé et sélectionné, cliqué ces cases d'engagement que vous lui aurez imposées. Donc ça peut être intéressant. Une autre brique qui était intéressante, alors je vous laisserai en découvrir et tester le sujet, c'est le lien avec un autre dossier. Alors, les pièges, je m'arrêterai sur ces deux-là, mais lien avec un autre dossier. Donc là, demande initiale. Ok. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Mon formulaire est enregistré. Vous voyez une nouvelle demande arriver, donc toujours dans le dossier, parce que c'est là-dessus que je travaille. Demande initiale, et on me demande un numéro de dossier. Imaginez, vous utilisez des démarches simplifiées pour instruire une demande de subvention ou un arrêté ou une demande de télétravail. OK. Dans un service, pourquoi pas. Cette demande de subvention, vous allez créer un formulaire qui vous aura permis d'avoir un demandeur qui a fait une demande, vous avez instruit la démarche et vous avez éventuellement accordé une demande de subvention. Cette demande de subvention, elle va faire l'objet d'un versement initial, très bien, et puis ensuite vous allez avoir un suivi de cette convention et des demandes de versement de solde. Ces demandes de versement de solde, vous ne pourrez pas les suivre avec la demande, le formulaire initial de demande de subvention. Souvent, ils sont séparés de toute façon, parce que dans le premier cas, avec la demande, vous aviez un demandeur, une démarche de demande de subvention, vous avez procédé à l'instruction et vous avez du coup clôturé la démarche en procédant à la prise de décision administrative qui validait la demande. Ok. Donc là, on est sûr que la démarche, elle a été bordée, etc. Et vous étiez arrivé à délivrer une subvention d'un montant donné. Donc vous allez créer un autre formulaire, une autre démarche qui sera cette fois-ci suivi et versement suivi et versement du solde des subventions relatives à telle démarche. Le bouton là, que je viens de créer, lien avec un autre dossier, ça va vous permettre de demander au demandeur qui va utiliser cette nouvelle démarche de renseigner dans cette démarche-là, en fait, le numéro finalement de son dossier pour lequel vous lui aviez accordé la subvention. Et vous, ça va vous permettre de pouvoir instruire sur la base de votre démarche dématérialisée d'instruction du suivi des versements complémentaires, éventuellement du solde des financements, eh bien, l'historique de tout le dossier ancien, puisque vous aurez l'ancien numéro de démarche associé à la demande de financement initial. Et vous aurez comme ça accès aux différentes pièces, vous retrouverez vos petits, et comme ça génère un continuum intéressant. Autre brique qui me semblait intéressante de vous présenter au-delà de ce lien vers un autre dossier, ce sont les... zut, ah oui, je me suis trompé de sens. Pièces justificatives. Donc, pièces justificatives, vous allez avoir PJ
numéro 1. OK. Et puis, un texte de présentation. Alors, c'est du bidon, mais on s'en fout. Hop. Je trompais le bouton. Je reprévisualise mon formulaire. Donc là, vous voyez, j'ai modifié toujours mon formulaire, mais cette fois-ci, j'appelle ça une pièce jointe, avec un texte qui aurait pu préciser les attendus de la pièce jointe. Et du coup, on va pouvoir rendre le téléchargement ou le dépôt de pièce jointe obligatoire, puisque là, il ne pourra pas déposer et valider son dossier si la pièce jointe, elle n'a pas été produite. Là, on est sur un modèle où la personne, du coup, pourra cliquer sur parcourir, aller chercher sur son ordinateur le document qui était attendu ou le mettre. Très bien. Mais vous pouvez également imposer un modèle de document. C'est-à-dire que là, vous pouvez imposer un fichier, une trame de documents. C'est un peu maladroit. Pas ça. Et imaginez que vous avez un fichier Word, Excel, ODT, ce que vous voulez, et pour lequel vous voulez qu'en fait les pièces jointes qui vous soient versées par les demandeurs correspondent à ce formalisme-là. Et plutôt que d'avoir un truc un peu laissé à l'appréciation, au formalisme ou à la rédaction du demandeur, et ben vous allez pouvoir proposer une trame de pièces jointes, l'imposer comme modèle ici, et ce qui fait que, puis zut, je vous en mets une fausse, on s'en fout du modèle, hop, ou même, voilà. Allez, zo. Là, donc j'ai téléchargé, alors l'antivirus est vu en même temps, ok, il y a un modèle, j'actualise mon formulaire, vous voyez que là, la personne avait une pièce jointe à renseigner, parcourir le document, elle pouvait choisir ce qu'elle veut. Là, on va lui dire, la pièce jointe qui est attendue, il va falloir que vous la produisiez, voilà, mais vous allez télécharger et remplir le fichier sur la base du modèle suivant. Du coup, la personne clique dessus, télécharge le document, ce que je ne vais pas faire parce que je n'ai pas... Voilà. Et une fois que ce sera fait, elle le renseigne sur la base de votre modèle, elle l'enregistrerait sur son disque dur et elle vous la redéposera par l'intermédiaire de ce bouton-là. Ok, je supprime cette brique-là. Et je vais descendre dans un truc également qui s'appelle bloc répétable et qui est présenté chez eux. Donc là, vous avez, comme le formulaire a été construit, identité du demandeur, nom, prénom, très bien, le numéro SIRET, ok, nom du navire, quartier, longueur hors tout, le bloc répétable. Alors le bloc répétable, il est super intéressant parce qu'il permet de produire et de répéter un certain nombre d'éléments qui sont attendus qui peuvent être variables en termes de nombre et qui sont attendus malgré tout pour l'instruction. Donc, un bloc répétable, donc là, vous voyez, ils ont choisi le bloc répétable, donc il s'appelle les espèces pêchées, parce qu'on est sur une démarche importante. Et là, on leur dit inscrire les 4 principales espèces pêchées chaque année avec les codes qui vont bien. Et du coup, ils ont appelé espèce 1, donc le libellé, espèce 2, espèce 3, etc., puisqu'ils voulaient les 4 principales espèces. On pourrait utiliser cette fonctionnalité bloc répétable également, par exemple, sur des demandes de financement où vous voudriez avoir une exhaustivité des montants et des cofinancements associés à un projet. Vous avez une demande de subvention on travaille ça avec la DGD, la DRAC par exemple, demande de subvention pour les bibliothèques, vous voulez avoir l'exhaustivité des cofinancements, mais vous ne savez pas lesquels sont portés sur le projet. Là, vous allez créer un bloc répétable qui va préciser liste des cofinancements associés au projet, et vous allez pouvoir créer des zones de texte, puisque à l'intérieur du bloc répétable, on peut réutiliser les mêmes fonctionnalités que dans DS en créant un nouveau champ et en réutilisant toutes les possibilités qui sont offertes par DS pour construire l'intérieur de ce bloc répétable. Et du coup, vous allez pouvoir organiser l'ensemble des informations qui sont attendues et qui sont importantes pour votre instruction. OK. Vous allez pouvoir le faire dans ce bloc-là. Et le demandeur aura à répéter autant de fois le nombre d'informations qui sont attendues dans ce bloc répétable
qu'il y a d'informations qui sont attendues. Pour la liste des cofinanceurs, on pourrait imaginer un bloc répétable qui s'appelle liste des cofinanceurs, où vous allez avoir du coup liste des cofinanceurs, plutôt que d'avoir espèce 1, nom du cofinanceur, voilà, plutôt que d'avoir texte, un nombre qui correspond au montant du cofinancement associé. Vous auriez ensuite une autre case qui correspondait du coup à un champ qui correspondrait pièce jointe, et dans lequel vous diriez merci de transmettre le justificatif du cofinancement correspondant. OK. Et puis vous intégrez ces blocs répétables, et comme ça, en fonction du nombre de demandeurs ou de cofinanceurs qui seraient associés au projet, comme là ils l'ont fait avec les espèces, vous allez pouvoir, le demandeur pourra cliquer et redupliquer ce bloc répétable autant de fois qu'il y a de cofinancement ou autant de fois qu'il y a d'espèces concernées. Et voilà à quoi ça ressemble côté dossier. Je réactualise ma page, on est toujours bon dans le temps. Donc là, je reviens au formulaire initial, motivation de la demande, initiale et caractéristiques du navire, espèces pêchées. Voilà. Donc là, on a espèces pêchées, inscrire les 4 principales espèces chaque année, nom, quantité, quantité annuelle estimée, etc. Donc là, il y a des choses qui pourraient être optimisées sur leur démarche. Je leur proposerai d'ailleurs. Et puis, vous pouvez, le demandeur aurait ajouté un bloc pour d'autres espèces pêchées. Et puis là, on a la condition de débarquement. Donc, le débarquement, vous voyez comment ça a été construit, etc., etc., etc. Donc, on est assez souple, en fait. Toutes les fonctionnalités, toutes les briques, là, j'évoquais le bloc répétable, les pays, régions, etc. Ça permet quand même de faire des formulaires qui sont vraiment riches. Alors, parfois, ça marche pas. Hein, il peut y avoir des problématiques spécifiques à la démarche ou des attendus. Mais l'outil est quand même assez souple et nous permet de créer pas mal de choses. Ce que je vous ai présenté là pour cette démarche, donc, ont été faits par des collègues de la DIRM, avec les champs du formulaire. Vous avez exactement la même chose avec le champ annotation privée. Le champ annotation privée, c'est quoi? C'est on crée la trame de la grille d'instruction et de validation par les instructeurs du dossier qui a été déposé par le demandeur. Et donc là, si je reprévisualise le formulaire, vous allez voir l'onglet dossier qui était exactement celui qu'on avait tout à l'heure. Et celui qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est le volet annotation privée avec le formulaire instructeur. Et donc là, de la même façon, les collègues ont créé la base du formulaire pour les demandeurs, on a un dossier d'instruction, une grille d'instruction qui a été construite avec les mêmes briques techniques que pour le formulaire de demande, mais orientée à l'aide et à la formalisation de l'instruction par les services en charge du boulot. Donc là, vous avez les différentes briques, hein, vous avez compris la mécanique, et vous avez le rendu côté instructeur. Et donc, pour chaque dossier, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que une démarche qui est publiée, vous avez des guides méthodos qui sont proposés, très bien. Ces guides méthodos, ils sont pas forcément toujours accessibles, etc. Où ils vont être amenés à évoluer, eh bien, vous pouvez les pousser, comme mes collègues l'ont fait là, dans leur démarche, dans les formulaires, parce qu'à chaque dossier, quand il va être ouvert par un instructeur ou un demandeur, ces éléments de texte et de guide à la rédaction pour le dossier côté usager ou à l'instruction pour le côté annotation privée instructeur vont être rendus accessibles systématiquement, et ça permet. Donc là, on a l'instruction, l'intégralité des lieux de débarquement demandés sont autorisés par arrêté, oui, non. Et c'est ces éléments-là qui vont permettre de construire, en fait, la décision administrative côté usager, côté instructeur, une fois que le dossier déposé par l'usager aura été validé de manière complète. Des réactions, des retours, des questions? Donc là, on a vu dans la construction de la démarche pas mal d'éléments déjà. La configuration des emails automatiques, ils n'ont pas travaillé dessus, mais je ne vous présenterai pas spécialement. Les avis externes, c'est là où on peut rentrer une liste autoriser les avis externes avec une liste d'invités à être saisis, mais là, il y a peu d'intérêt. Ce sur quoi je vais m'attarder,
m'arrêter, c'est celle. Voilà, je vais quand même vous présenter les emails très rapidement. Donc, on vous a dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait générer des trames de messages, donc accusé type, passage en instruction, accusé de réception, etc. Donc ça, ces mails-là, qui sont générés automatiquement par démarche simplifiée, on a la possibilité de les modifier. Donc, et on peut les modifier. Alors, vous voyez, on a le champ de gauche là qui nous présente l'objet du mail, OK. On va pouvoir mettre un certain nombre d'éléments. Donc ça, ce sont des balises, nom, prénom, navire, etc. Donc dans l'objet du mail, on va pouvoir structurer un corps de message du mail, toujours avec ces balises. Alors, je vous expliquerai ce que c'est que les balises après, mais enfin, il n'y en a pas pour bien longtemps. Et éventuellement, ajouter hop, alors je pense que c'est parce que ma fenêtre est trop petite. Je vais essayer de l'aligner comme ça pour que vous la voyez. Ça devient trop Il nous reste petit. 20 Voilà. minutes, François-Xavier. Et pour Ouais, l'instant, toujours pas de questions. Tu peux continuer. bon. OK. Donc, à gauche, ce que vous créez en matière d'outils avec des marches simplifiées. À droite, ce que la personne recevrait par mail avec les photos qui vont bien, le préfet de la région, etc. Toutes les balises là que vous voyez vont être mises aux informations relevant du dossier pour lequel le document sera envoyé. Et la personne aura la possibilité, sur la base de ce mail-là, qui est finalement un mail d'accusé de réception, de passage en instruction, de pouvoir consulter son dossier ou de poser une question au service par l'intermédiaire de la messagerie de démarche simplifiée. Et elle retrouve également les éléments d'information par contact, etc., qui étaient présentés quand on a construit la démarche. Les balises, c'est ça. Donc, on vous explique comment les copier à l'intérieur, mais ça correspond à l'ensemble des différents champs qui ont été construits et impliqués dans votre formulaire, soit de demande, qui est adressé au demandeur, soit au volet annotation privée qui est porté par le demandeur, par les instructeurs. Et du coup, vous allez comme ça pouvoir formuler, créer des documents ultra personnalisés aux petits oignons et à votre main, qui, une fois qu'ils ont été créés et qui vous conviennent, en fait, seront envoyés automatiquement par DS. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas à les reproduire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque d'erreur sur l'envoi du message, et vous gagnez leur temps de rédaction indépendamment de ce que vous pouviez faire par mail. OK. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Je vous l'ai présentée pour le passage en instruction. Elle fonctionne exactement pour les autres mails générés de manière automatique que vous retrouverez ici. Pour la notation privée, c'est exactement la même chose, mais c'est un document qui est bien plus particulier. La délivrance d'attestation, elle est activée. Alors, c'est quoi cette attestation? En fait, et on l'active quand vous allez vous créer une démarche, et cette démarche, elle vise à la production d'un acte administratif. Cet acte administratif, euh, il est généré, si vous le souhaitez le faire par démarche simplifiée pour faciliter, automatiser la production de ce dernier. Il peut être délivré par l'intermédiaire de ce qui est appelé dans DS cette attestation. Vous voyez toujours à gauche ce quoi ça voit. Donc là, c'est avec une décision, donc qui porte un numéro, référence de base. Vous la voyez là, et vous avez le pendant à droite. C'est peu lisible. Je vais essayer de le tourner. C'est une décision administrative avec des numéros de balise présentés ici. Ok, donc c'est pareil, vous allez pouvoir piocher, vraiment trop, vous allez pouvoir piocher dans toutes les balises qui ont été produites pour votre formulaire pour construire un document de prise de décision de l'administration. Donc là, on a le directeur régional de la BRFAC, vu le règlement OK, alors je vais agrandir le truc, vu tous les visas qui vont bien, OK, alors je vais passer assez vite, décide, balise de votre démarche, sur démarche simplifiée. Vous en avez d'autres, etc. Donc ça va vous permettre de structurer vos documents de manière sécurisée une fois que vous êtes d'accord dessus. Et du coup, ce document-là, alors, vous pouvez insérer des balises. Donc, vous allez pouvoir choisir parmi tous les champs qui étaient évoqués dans des marches simplifiées, je vais les présenter tout à l'heure,
allez pouvoir ajouter un logo. Donc là, en l'occurrence, c'était le logo de la préfecture de région. Vous pouvez rajouter, si vous êtes vraiment inquiet, le scan du signataire, la personne qui a signé votre document, pour que vous ayez éventuellement la gribouille manuscrite. Et si vous avez réalisé l'ensemble de votre démarche, bien suivi, l'identification du demandeur, a rompu le continuum d'instruction que j'évoquais tout à l'heure, et vous avez l'aval de la hiérarchie qui a l'autorisation de signature. Quand l'inspecteur va appuyer sur le bouton « J'ai instruit mon dossier, c'est OK, j'ai tout les go, je prends une décision, je valide la demande », et bien avec le mail de validation la demande peut être produite par démarche simplifiée et envoyée automatiquement au demandeur. Si vous avez activé cette attestation, il recevra également, par l'intermédiaire de ce mail en pièce jointe, le document que vous aurez produit dans le cadre de cette attestation activée. Et là, par exemple, c'est un arrêté de prise de décision de pêche qui aura été adapté sur la base des champs qui vont bien et qui correspondent à l'arrêté qui devait être produit. Et ça, l'arrêté, il sera produit de manière automatiquement par DS et envoyé au demandeur sous format PDF, archivé dans votre dossier sur des marques simplifiées également. Et c'est super intéressant parce que, imaginez, alors là, on est sur des décisions un peu compliquées, mais vous avez utilisé des marques simplifiées et ça marche plutôt pas mal dans un service LGC ou autre pour peut-être dématérialiser votre campagne de télétravail. Une DR, une DR avec laquelle on a bossé sur le sujet, 300 arrêtés de télétravail validés par l'ASG. Bon, bah, l'ASG, elle a reçu un export des demandes depuis des marches simplifiées, un export depuis des marches simplifiées, tableau Excel que je vous présenter au tout début de l'ensemble des demandes qui ont été faites. Go, no go sur la base des pièces jointes. Ok, oui, 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 oui. Les demandes de télétravail, c'est pas compliqué. En plus, en général, elles sont acceptées. Vu le contexte, donc c'était oui, 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 oui. Et ben l'ensemble, une fois que ça s'est tracé, ce document il est repoussé par l'instructeur dans sa démarche, okay, sur DS, et en cliquant sur les boutons accepter, 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 l'arrêté qui jusqu'à présent devait être produit par le service, transmis sous format papier, format numérique, imprimé, mis dans un parapheur, signé par le LG, éventuellement renvoyé, ou alors on faisait plus simple des arrêtés collectifs, mais avec tout autant de risques d'erreur, ok, et bien là, le document, il est produit à la volée, sous format numérique, par publipostage, en démarche simplifiée, avec une trace de quand est-ce que ça a été envoyé à la personne, et les services gardent sur démarche simplifiée l'archive et la validation qui ont été faites de ces documents-là. Et ça évite au LG de se taper la signature des 500, des 300 documents pour le cas que j'évoquais. Donc, cette fonctionnalité annotation privée, attestation, elle est extrêmement importante parce que elle va vous permettre de produire des documents administratifs et de manière automatique depuis les adjoints lorsque la décision est favorable. Toujours pareil, quand les décisions favorables ou dans le mail de refus de projet peuvent être précisées les conditions et les modalités de saisine éventuellement de cette prise de décision. Donc là, alors là, ils ont fait autrement. Ils n'ont pas décidé de le mettre, vous voyez, dans cette démarche en disant la motivation du refus, elle est liée à. Ils ont décidé de faire un courrier. Bon, très bien. Ils auraient pu mettre aussi les motifs ici. Vous demandez dérogation à la prise de débarquement a été refusée le 1. Donc les motifs de refus de sa décision relèvent de, donc, plutôt que de faire le courrier, bah, ils auraient pris dans le volet instruction de l'agent, les balises, les gens qui vont bien pour les préciser là, mentionner les voies de recours d'emblée dans le mail et ça allège la charge d'accompagnement, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur la présentation de DS. Encore une fois, je sais que c'est lent. En excuse. Je sais que c'est lent, pardon. Je sais que c'est dense. Je m'en excuse, mais l'idée c'était de vous présenter ce qu'on peut faire avec, de vous laisser réfléchir à ce que vous pourriez traiter dans vos services et derrière nous, comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour traiter les plus grosses démarches. Voilà.
Tu avais juste une question, donc, François-Xavier. Combien de documents sur DS? Alors, ça, c'est vous qui voyez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou quand vous verrez le replay, au tout début de la démarche, on définit quel est le service instructeur, on donne le nom à sa démarche et on dit combien de temps vont être stockés les démarches, les dossiers et les demandes sur démarche simplifiée. C'est au plus 36 mois. Au-delà de ces 36 mois, si vous avez défini 36 mois, mais si c'est moins, bah c'est moins, vous aurez une obligation de télécharger et d'archiver vos démarches sur vos propres infrastructures. Si vous ne le faites pas, vous recevrez un mail de relance de démarche simplifiée et au bout d'un certain temps sans réponse, vos données seront écrasées. Parce que démarche simplifiée n'a pas vocation à stocker, à servir de plateforme de dossier froid. Ça sert à faire l'instruction, garder le dossier tant qu'il est en vie sur le plan légal et après on bascule les dispositifs d'archivage et de production numérique des documents sur vos infrastructures. Voilà. Donc ça, c'est vous qui le choisissez au départ et vous avez un deuxième élément à renseigner au-delà du temps de conservation sur démarche simplifiée, c'est combien de temps votre administration gardera ces données, ces informations relatives à la démarche qui a été faite avant de passer soit en archivage auprès des archives départementales, sous format numérique, soit destruction. Très bien, bah, ça me paraît clair. D'autres questions? A priori, non. Je pense que tout était bien clair. C'est ce qu'on me marque. C'est clair. OK, merci. Donc, bon, je pense que ça a l'air d'être ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On vous laisse un petit peu de temps pour écrire. Et en attendant, je peux peut-être vous remettre l'adresse mail d'Étaline si jamais plus tard vous avez des questions quand vous ferez des essais. Alors, j'ai Franck qui pose une question. Ouais, je suis administrateur, je ne trouve pas le document déjà créé par un autre service dans la liste. Alors, si la démarche, elle a été. D'abord, il faut que la démarche de l'autre service, elle ait été publiée. Ça, c'est le premier point. Donc, il est bien mis en ligne. Alors, si vous connaissez le service auquel vous pensez, ça vaut le coup de lui passer un petit coup de fil. C'est le premier. Deuxième chose, il existe sur Démarche Simplifiée une liste de démarches qui sont qualifiées de privées. Alors, ne me demandez pas comment ça marche ni pourquoi, mais globalement, il y en a sur un certain nombre de services pour lesquels les démarches sont réservées à des sujets bien particuliers et du coup, l'administrateur lambda comme nous, on ne les voit pas. Ça, c'est le premier point. Donc, peut-être que la démarche que vous évoquez, Franck, elle est dans ce cas de figure. Ça peut aussi être une raison. Alors, si c'est le cas, ouais, vous n'y aurez pas accès comme ça. Alors après, pour répondre à la deuxième partie de votre question, est-ce qu'il y aurait un moyen de récupérer du coup cette démarche-là? Ouais. Si elle n'est pas dans la liste des démarches publiées, mais que du coup vous la cherchez, c'est quelque part, je pense que vous en avez connaissance. Dans ces cas-là, si vous en avez connaissance, c'est que vous connaissez la personne qui vraisemblablement l'a produite. Donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut contacter cette personne, lui demander de vous mettre comme administrateur de sa démarche, temporairement. Elle va vous mettre administrateur. Du coup, vous allez la voir arriver dans votre propre compte administrateur sur démarche simplifiée, là, l'environnement que j'avais tout à l'heure, et vous intéresse et que cette fois-ci vous affiliez les droits dessus, même si vous ne l'aviez pas en tant que démarche accessible au grand public, aux administrateurs grand public, vous allez ensuite pouvoir cloner et dupliquer cette démarche depuis votre compte administrateur parce qu'il vous l'a rendu accessible. Et c'est comme ça que vous pourrez contourner le fait que cette démarche, elle est restée privée. Mais premier point, je vous invite quand même à vérifier que la démarche auprès de votre collègue, enfin de la personne, voilà, elle a bien été publiée sur DS. J'espère que ça répond à vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Voilà. Bon. Ah. Eh bien, de rien. Écoutez, je ne sais pas. Si... J'avais plus de son. Tu m'entends? J'avais coupé mon son, je crois. Oui, là, je t'entends.
Donc, je voulais juste dire que je pense qu'il va être temps donc, du coup de conclure vu qu'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, je vous remercie tous d'avoir pu, d'être tous restés jusqu'au bout parce qu'a priori, il y avait eu des problèmes de son au démarrage et qu'apparemment, maintenant, tout va bien. Donc, je vous ai mis dans le chat l'adresse mail donc d'Étaline si vraiment vous avez des questions qui vous viennent plus tard ou si vous préparez un formulaire et que vous êtes coincé. Ne restez pas coincé surtout, hein, on est là. Donc voilà, et puis merci donc François-Xavier hein, pour cette explication. Et n'hésitez pas du coup, vous, à prévenir vos collègues, si cela vous a paru très utile, qu'ils peuvent s'inscrire bientôt, c'est-à-dire qu'on fait un atelier tous les 3e jeudis de chaque mois. Donc là, c'était le dernier avant les vacances, mais on recommence le jeudi 16 septembre. Donc si ça les intéresse, qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire. Et puis vous allez de toute façon un mail avec pour le replay que vous pourrez donc regarder jusqu'en mai 2022. Donc, vous avez un petit peu de temps. Voilà. C'était à tous un bon appétit et je laisse la main à François-Xavier pour finir. je voulais juste rajouter en complément, ces sessions recommenceront en septembre, Aurélie vous le disait. Par contre, très clairement, on est atteint aujourd'hui le seuil de participants 8, ça reste en dessous, ce ne sera pas rentable en matière de temps de production. Donc, voilà, si vous jugez que des marches simplifiées peut être utiles, faites-en la promotion auprès de vos collègues et dites-leur bien que ils s'inscrivent, mais qu'ils s'inscrivent de manière groupée, parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'en dessous de 8, on fera plus. Pas assez de personnes et trop chronophage. Alors, on ira palier par palier, c'est-à-dire qu'on fera plus tous les mois, on fera une fois tous les 2 mois, donc les séquences s'allongeront. Si derrière ça suffit pas, on les arrêtera très clairement. Donc voilà, n'hésitez pas à promouvoir également l'outil et ces sessions si vous voulez considérer utile, parce que sinon, on en tirera les conclusions en matière de volumétrie de participation et clairement, elles passeront à la trappe. Désolé d'être un peu cru, mais je pense que dans le message, c'est effectivement comme ça que c'est un risque. Voilà. Et puis les replays fonctionneront encore pendant 2 ans, donc à la limite, on proposera aux gens, même si c'est moins sympa, d'aller voir les replays. Et je trouve qu'on perdrait un petit peu du côté humain et de ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Encore une fois, sachant que ces sessions-là, à partir de septembre, si tout se passe bien, on essaiera de pouvoir les réorganiser en webinaire comme on le fait là, mais depuis les différents départements. Donc, on essaiera de mettre en place avec la PFRH des roulements pour pouvoir venir vous voir en local et puis pouvoir rééchanger sous ce format mixte. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste rajouter ce point-là parce que ça me semblait important. Et puis moi, je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne fin de journée.